Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence et la table ronde qui va lui faire suite. C'est un plaisir pour l'équipe de Pour la Science de vous accueillir. Je vais donner dans un instant la parole à David Louapre et Eve Benhaim. Avec eux, nous allons embarquer pour une exploration de ce que le meilleur des jeux vidéo doit à la science. Nous rejoindra ensuite sur scène l'astrophysicien Roland Lehoucq, qui est un fin connaisseur des passerelles qui se tissent entre les mondes de l'imaginaire et l'univers scientifique. Que vous soyez venu avec vos souvenirs d'heures passées, manette en main, ou que votre curiosité pour les lois de l'univers soit votre motivation, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un monde où les pixels rencontrent les photons et où la magie numérique n'est rien d'autre qu'une science en action. Le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est une industrie mature qui pèse 200 milliards de dollars, employant des centaines de milliers de personnes et divertissant près de 3 milliards de joueurs à travers la planète. C'est une force culturelle qui, financièrement, pèse désormais plus lourd que le cinéma et la musique réunis. On ne parle donc plus de simple divertissement, de garage, mais de production dite AAA, dont les budgets et les équipes de centaines de spécialistes rivalisent avec les plus grands blockbusters d'Hollywood. Parmi vous, les fans de jeux vidéo ont sans doute connu ce genre d'émerveillement que David Louapre nous raconte dans Le Labo du jeu vidéo, le livre qu'il vient de publier. Il y raconte la première fois où il a découvert l'immensité d'Hyrule, dans Zelda, ou la tension d'une scène dans The Witcher, ou la fascination pour les fonds marins de Subnautica. Je ne sais pas si ce sont des noms qui vous parlent. Mais avez-vous déjà réalisé que derrière la fluidité d'un saut de Mario, on va en voir tout à l'heure, se cachent les lois de Newton, rigoureusement calculées à 30-60 fois par seconde? Est-ce que vous réalisez que pour afficher la lumière sur la carrosserie d'une voiture, je vais taire le nom de ces grandes séries sur les voitures de course ou de compétition, ou par exemple on en trouve dans Cyberpunk 2077, eh bien votre console résout des équations intégrales, des équations qui ont mis quelques centaines d'années avant d'être résolues par des mathématiciens. Peut-être que vous ne réalisez pas forcément aussi que si votre personnage est plongé dans le brouillard, il y a des chances que le phénomène de diffusion qui permet d'afficher ce brouillard, le phénomène de diffusion de Mi, eh bien en fait partie du modèle numérique utilisé. Aujourd'hui, David va nous emmener dans les coulisses de ce qui fait l'incroyable efficacité des jeux vidéo. Il va nous montrer comment les mathématiques, la physique, les fluides, la physique des fluides, les sciences cognitives également et l'intelligence artificielle, de plus en plus, transforment votre salon en un véritable laboratoire expérimental. Et à ses côtés, Eve Benhaim, elle est géographe, elle est Inspiration Content Advisor, c'est écrit là, chez Ubisoft, nous fera découvrir comment les concepteurs s'assurent de la crédibilité des mondes et surtout pourquoi c'est très important. En clair, préparez-vous à découvrir que votre passion n'est pas seulement un jeu, mais un chef-d'œuvre de technologie et de sciences appliquées, comme vos smartphones, que je vous invite, s'il vous plaît, à garder discret. Eve, David, la scène est à vous. Bien, bien. Merci François. Merci à tous et toutes d'être venus si nombreux ce soir. C'est un plaisir d'être là. Alors comme vous l'aurez compris, un des prétextes à l'organisation de cette conférence, c'est ce livre que je viens de publier qui s'appelle Le Labo du jeu vidéo. Et en fait, dans le livre, je raconte un peu ce qui a été d'une certaine façon ma rencontre personnelle avec les intersections qui existent entre la science, les sciences et les jeux vidéo. Et en fait, cette histoire, pour moi, a commencé chez Ubisoft il y a 8 ans, où, de façon un peu inattendue, j'ai été recruté comme directeur scientifique. Et à cette époque, les jeux vidéo étaient un peu nouveaux pour moi en fait. Et j'ai découvert, qu'en fait, il existait plein de liens entre ces deux mondes qu'on pourrait croire un petit peu éloignés. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, j'ai été recruté sur un poste qui n'existait pas vraiment à l'époque, qui n'existe peut-être pas d'ailleurs beaucoup dans l'industrie, et qui a été d'une certaine façon un peu créé pour l'occasion. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai découvert que mine de rien, il existait déjà une habitude, une tradition de travailler dans le monde du jeu vidéo et notamment chez Ubisoft, déjà avec des universitaires, avec des scientifiques. Il y avait une équipe qui s'appelle l'équipe de recherche. Et je me suis dit que c'était intéressant
montrer aussi ce point de vue-là qui va être un petit peu plus orienté du côté des sciences humaines, des sciences sociales, même si on verra que les choses se recouvrent. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie d'inviter Ève à venir m'accompagner aujourd'hui pour donner aussi ce point de vue-là qui est un petit peu différent de ce dont moi je vais vous parler. Et donc, pour commencer, je vais laisser Ève nous parler un peu de son métier, d'autres métiers du jeu vidéo, et puis de montrer comment, pas seulement les sciences dures dont moi je vais vous parler, mais d'autres types de sciences aussi jouent déjà un rôle dans la conception et la plausibilité des mondes du jeu vidéo. Écoute, Ève, je te laisse la parole pour commencer. Alors oui, ça fonctionne. Bonjour tout le monde, enchantée, je suis ravie de venir et merci beaucoup David pour l'invitation. C'est un plaisir de partager la scène avec toi, puisque en effet, alors moi aussi, hein, je suis arrivée un petit peu par inadvertance à Ubisoft il y a 7 ans de ça, donc finalement, même si nos domaines scientifiques ne se recouvrent pas toujours, notre entrée à Ubisoft, elle partage au moins ce caractère accidentel. Et donc effectivement aujourd'hui on s'était mis en tête avec David d'essayer de vous parler un petit peu plus de nos points de vue respectifs. Alors David effectivement en représentant des sciences plus physiques et moi des sciences on va dire plus humaines et sociales à travers une présentation qui entend montrer comment est-ce que ces différents métiers, ces différentes recherches s'articulent. Franchement je pense que je vais m'asseoir puisque après tout tu t'es assis aussi. Voilà. Très bien. À Ubisoft, je travaille dans une équipe qui fait de la recherche en sciences humaines et naturelles. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cette équipe, puisque j'aimerais d'abord vous parler un peu plus largement en fait, des différents métiers qu'on peut retrouver dans le contexte de la conception et de la production de jeux vidéo, puisque c'est un milieu qui peut être assez opaque quand on ne travaille pas dedans. Et j'aimerais quand même vous proposer une petite introduction en la matière. Faire un jeu vidéo, ça prend énormément de temps, surtout quand on est une grosse entreprise comme Ubisoft. Hein, on parle de pas de temps qui s'étire sur 3, 4, 5, 6, 7 ans et qui suivent un certain nombre d'étapes différentes, à commencer par celle de la conception, qui est un petit peu le moment où tout le monde va essayer de se mettre d'accord sur en quoi va consister le jeu. Donc en gros, de quoi est-ce qu'on va parler, en quoi ça consiste, quelles vont être les mécaniques, comment le jeu va fonctionner sur vraiment un plan très très général. Et cette étape, en fait, elle peut être très longue, puisqu'évidemment, il y a plein de changements d'avis en cours de route. C'est des étapes où on peut encore ajuster un certain nombre de choses. Et donc, cette étape de conception va s'étirer dans le temps avec une petite équipe restreinte. Alors, dans différents studios, ça va varier. Chez Ubisoft, on est plutôt autour de entre 5 et 30 personnes à peu près. Et voilà, on va se mettre d'accord sur un pitch. Arrivé là-dessus, on va passer sur cette phase de pré-production qui est celle où on va vraiment essayer de rationaliser les volontés derrière le jeu, ses systèmes et ses mécaniques. Donc en gros, on va se mettre à réellement penser l'expérience de jeu au-delà de ce concept qu'on avait posé en première intention. Et puis arrive la phase de production qui, elle, est la phase où on envoie un petit peu tous les métiers d'un coup qui se réunissent pour vraiment concevoir et faire le jeu, c'est-à-dire le dessiner, le programmer, lui donner un son, lui donner une apparence, lui donner des quêtes, lui donner un récit. Ce moment-là de développement du jeu, il est aussi propice au développement d'un certain nombre de bugs, de choses comme ça. Donc ça fait partie des étapes du développement d'un tel projet. Et puis, alors j'ai marqué Sciences Po, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi cette typo s'est glissé, mais en gros ce que je voulais dire c'était plutôt la sortie du jeu. Le jeu sort sur le marché, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi cette slide est restée dans cet état. Mais donc de fait, le jeu sort sur le marché et donc c'est là où on va faire entrer dans la danse tout un grand nombre d'équipes de marketing, de communication, les personnes qui vont négocier avec les distributeurs de jeux, etc. Et puis enfin, une fois que le jeu est sorti, son développement ne s'arrête pas là puisque en général, on va continuer et poursuivre la manœuvre avec un certain nombre peut-être de contenus additionnels, des nouveaux chapitres, des DLC, des choses comme ça. Et donc tout ça, en fait, cette chronologie s'étire vraiment sur un assez grand nombre d'années et demande à un certain nombre de métiers qui vont cohabiter pour permettre la réalisation d'un tel projet, à commencer par les métiers de la production. Quand on va parler des producteurs, des productrices dans le jeu vidéo, on parle grosso modo des gens qui gèrent le temps et l'argent, donc métier extrêmement important puisque ce sont des personnes qui vont vraiment coordonner les équipes de sorte à ce que tout le monde puisse travailler et réussir à faire concourir ses propres timings, ses propres difficultés avec celles des autres pour que le jeu existe en fin de course. Tout ça, ça a un coût et tout ça, ça prend du temps et les producteurs et productrices sont les responsables et les garants de cet aspect-là. Le design, c'est une famille de métiers
très importante également dans le développement de jeux vidéo, qui se décline de plusieurs manières. Et ces métiers sont là dans le but de concevoir l'expérience de jeu très précisément. Ils travaillent de très près avec les équipes de programmation, qui elles sont là pour faire la partie code. Donc en général, si vous n'êtes pas super familier avec ces processus de développement de jeux vidéo, vous pourriez avoir en tête les codeurs, les codeuses qui programment le jeu. Bon, ça c'est une de ces familles de métiers. Ce sont les personnes qui sont vraiment responsables de la colonne vertébrale du jeu. C'est vraiment tout le code, tous les outils qui font fonctionner ce code. Et ça demande aussi un certain nombre de spécialisations. Les artistes, extrêmement importants, puisque pendant très très longtemps, un jeu, quand on est en train de le développer, il ressemble surtout à de gros cubes gris sur lesquels il ne se passe pas grand-chose. Ce sont les artistes qui viennent donner vie à ces univers à partir de visuels, à partir de musique, à partir de doublage aussi, vocaux, quand c'est nécessaire. C'est vraiment tous ces métiers-là qui vont donner vie au jeu, qui vont lui donner son aspect. Et puis enfin, tous les métiers de support qui sont très importants, les ressources humaines, l'IT, le marketing, la communication, la sécurité, l'entretien du lieu de travail, voilà, sont autant de métiers nécessaires, bien sûr, pour la conception de jeux vidéo. Alors là, on n'est pas complètement exhaustif, mais j'espère que ce tour d'horizon vous aide un petit peu à vous projeter sur ces différents métiers. Et là-dessus, je vais quand même faire un petit focus sur les métiers du design, puisque finalement, ils vont être un peu remobilisés par David et moi dans le reste de la présentation, avec l'exemple du super Monopoly, que pour le coup, vous connaissez très probablement, même si vous n'êtes pas joueur ou joueuse de jeux vidéo. Hop là, animation. Et du coup, dans ces métiers du design, on retrouve différents sous-métiers dont je vous parlais un petit peu plus tôt. La personne qui s'occupe du game design est en charge des règles du jeu. Donc en gros, si vous jouez au Monopoly, le game designer derrière serait la personne qui, plus ou moins, écrit le manuel du jeu, les règles du jeu, les instructions. C'est la personne qui définit que c'est un jeu dans lequel on avance avec un dé, d'autant de cases, on gagne quand on atteint une certaine somme ou quand tous les autres ont perdu. Quand on arrive sur une case qui produit un certain effet, ces conséquences sont les suivantes sur les joueurs. Les game designers, leur métier, c'est vraiment de penser tout ce qui touche aux règles du jeu. Les level designers, ou les concepteurs, conceptrices de niveau, sont les personnes qui travaillent sur le plateau de jeu. Donc en gros, c'est les personnes qui vont déterminer à quel endroit on va positionner quelle case, quels effets, le point de départ, le point d'arrivée, comment est-ce qu'on va se déplacer. Tout ça dépend de ce métier-là, qui est très important, en particulier dans les jeux à monde ouvert, dont on va parler juste après avec David. Et puis enfin, les narrative designers dans cette équation sont un petit peu les personnes qui finalement pensent à l'univers et à la manière dont on va l'habiller de textes, de références, de codes culturels. Donc par exemple, dans le contexte d'un Monopoly, vous allez avoir les noms des rues, vous allez avoir aussi les instructions sur les cartes, ce genre de choses. Mais il faut penser aussi à la thématisation. Les Monopoly, ça se décline souvent sur plusieurs thèmes. Le Monopoly parisien, le Monopoly Pokémon, je ne sais pas. Et donc les narrative designers, leur objectif va être vraiment de penser ces différentes déclinaisons de règles de jeu et d'univers de jeu pour lui donner une cohérence narrative d'univers et d'ensemble. Là-dessus, vous allez me dire, mais tu es géographe et tu travailles dans les jeux vidéo. C'est vrai que ça paraît pas si évident que ça, mais vous allez voir tout de suite le lien. Puisque moi, j'ai le sentiment qu'entre la science géographique et le jeu vidéo, il y a quand même un certain nombre de manières de travailler, d'approcher les sujets qui peuvent se ressembler. En première instance, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que la géographie, c'est une science au champ assez méconnue. Je dirais que pour la plupart des personnes, imaginer ce que fait un géographe au quotidien n'est pas évident, parce qu'en France, on a une culture géographique qui est relativement secrète, qui pendant longtemps a été liée au milieu de la défense et de l'armée, et qui, de plus en plus, est emparée par la société civile. Donc la géographie, c'est une science aux applications pas toujours connues. J'ai essayé de vous créer une petite slide qui récapitulerait un petit peu ces différents enjeux, mais on peut citer parmi les disciplines sur lesquelles travaillent les géographes des disciplines autour des sciences de la Terre, et notamment de la géologie, de la géomorphologie. Le climat fait également partie de ces applications géographiques. L'étude des populations, comment elles se déplacent, comment elles occupent l'espace au quotidien, mais aussi sur des échelles plus générales, comment est-ce que la politique peut s'articuler entre deux pays, entre deux régions, l'étude des conflits. Ces différents sujets font partie de la discipline géographique, dont l'objectif est vraiment d'étudier la dimension spatiale des phénomènes. C'est ça vraiment la clé d'entrée de ce qui fait le travail géographique. En fait, on peut analyser différents champs et différentes entrées dans ce domaine géographique, mais l'important est de penser à comment est-ce que ces différents phénomènes qu'on va analyser, qu'ils soient d'ordre physique, socio, culturel, politique, comment est-ce qu'ils s'inscrivent et ils impactent les territoires.
Et donc, dans tous ces systèmes géographiques qu'on peut analyser, si on décompose la Terre comme un espèce d'ensemble de couches, qui serait la couche de sol, la couche d'atmosphère, la couche de biosphère, donc les animaux, les végétaux, nous-mêmes, nos activités humaines, nos constructions, toute la culture qu'on va superposer par-dessus, peut-être voilà, notre rapport aux ressources, aux bâtiments. Eh ben, tous ces systèmes peuvent retrouver des applications ludiques assez intéressantes. Alors, je vous ai pris quelques exemples. En premier lieu, celui de la télédétection, donc champ de la géographie qui consiste à prendre des imageries de sol pour en analyser, par exemple, la réfraction infrarouge. C'est quelque chose qu'on peut faire en agriculture, par exemple, pour vérifier la pérennité d'un sol. Est-ce que la végétation produit une photosynthèse suffisante? Ben voilà, quand une plante verte fait de la photosynthèse, elle émet des infrarouges. Ça, on peut l'observer par la photogrammétrie et la télédétection. Et en fait, est-ce qu'on est vraiment très éloigné de ce qu'on peut faire dans un jeu de gestion de ville, par exemple, où on va être amené parfois à voir un sol qui va même se quadriller et reprendre les codes visuels de ces métiers-là? Non, on n'est pas si éloigné. Vous avez l'exemple sur votre gauche de Tropico 4, qui est un jeu de gestion du territoire. Et là, comme vous le voyez, on est dans l'interface qui nous permet de poser des champs et des fermes. Et donc, en fait, selon les cultures que vous allez sélectionner, le sol sera montré comme plus ou moins adapté. Et honnêtement, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire quand même qu'il y a une volonté quelque part de coller à une esthétique et une dynamique générale qui serait assez semblable. De la même manière, bon alors n'importe quel urbaniste dans la salle rigolera devant cette slide bien sûr, mais les personnes qui conçoivent les villes, les programmes de développement des quartiers, comment est-ce qu'on va aménager le territoire, retrouvent un certain nombre de résonances dans des jeux de city building qui mettent en scène ce métier-là à travers une application ludique et amusante. Alors attention, c'est un métier qui est amusant dans un jeu vidéo parce qu'on parle en général d'une feuille blanche et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Les urbanistes de la vraie vie doivent composer avec les villes qui existent déjà, puisqu'on ne peut pas juste raser Paris pour recommencer, par exemple. Donc, de fait, c'est beaucoup moins marrant, puisqu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés. Et je salue tous mes compères urbanistes, bien sûr, qui, je le sais, travaillent d'arrache-pied pour nous aider à vivre ensemble dans des villes agréables. Et de la même manière, alors au-delà de l'aménagement de ville, en fait, on peut penser à des applications encore plus ludiques, mais sur les mêmes concepts. Par exemple, moi, je pense au jeu de développement de parcs à thème, qui, en fait, de manière assez intéressante, repompe un certain nombre de concepts des jeux d'urbanisme et essaie d'appliquer quelque part ces logiques de gestion et de développement de ville à des développements purement commerciaux de parcs à thème. Alors, on pourrait discuter de la dimension un peu capitaliste, de comment est-ce qu'on voit la ville, le parc à thème dans ces sujets-là. C'est peut-être pas l'objet de la conférence, mais c'est pour vous dire que sur un même concept et une même famille de métiers, on peut retrouver quand même un certain nombre d'applications ludiques intéressantes dans le domaine du jeu vidéo. Alors, je pense que ce jeu va faire l'objet de beaucoup de discussions ce soir, mais donc je mets mes 2 centimes de géographe dans l'équation en première, voilà, pour vous proposer un petit cas pratique autour de comment est-ce que The Legend of Zelda Breath of the Wild utilise la géographie sous un ensemble de manières que je trouve très intéressantes. Et pourquoi est-ce qu'en tant que géographe, je pense que c'est un jeu qui ne peut que susciter l'admiration, et pas seulement en tant que géographe d'ailleurs, je tease. Déjà parce que sur un plan tout à fait naturel, physique, c'est un jeu qui propose une expérience très cohérente dans la manière dont elle va aborder le sujet de ces reliefs, de ces paysages. Il y a vraiment une réflexion par ensemble paysager qui semble très cohérente et homogène, et bien qu'on ne se sente jamais au même endroit, on a quand même le sentiment que chaque environnement naturel est marqué par sa propre biodiversité, ses propres formes, ses propres apparences, ses propres couleurs. Et de la même manière, ces ensembles paysagers sont quand même amenés par une géomorphologie et un travail du relief qui est très très impressionnant. Nous, un sujet qu'on peut rencontrer dans nos équipes de jeu, par exemple, c'est que pour faire une chaîne de montagnes cohérente, il faut comprendre un certain nombre de logiques sur comment marche la tectonique des plaques, l'érosion, etc. Et de fait, quelque chose de très intéressant qui a été fait dans ce jeu, c'est que je pense que cette compréhension de la géomorphologie se traduit par des ensembles très cohérents qui sont cassés par des reliefs très nets, très singuliers, qui vraiment apparaissent dans le paysage comme des marqueurs forts. Et ça, en fait, c'est pas si évident que ça à faire, puisque de fait, si vous maîtrisez mal, en gros, la cohérence paysagère que vous êtes en train de créer, c'est très difficile de faire ressortir quelque chose. Par exemple, si je fais plein de montagnes les unes à côté des autres qui ressemblent à rien ou qui veulent rien dire, de fait, ce sera très dur d'en faire ressortir une comme plus bizarre qu'une autre, puisqu'elles ressemblent toutes un peu à rien. Alors que si je prends le temps de travailler à comment je pense mon ensemble paysager, si je prends le temps de travailler à la morphologie de toute ma chaîne de montagnes, c'est plus facile pour moi de réussir à créer par exemple un relief qui va venir casser cette dynamique-là et donc attirer le regard de mon joueur ou de ma joueuse. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez fort que Nintendo arrive à faire là-dessus.
Et bien sûr, tous ces enjeux géomorphologiques et paysagers se retrouvent aussi dans les enjeux narratifs que porte le jeu, puisque c'est un jeu en monde ouvert dans lequel vous êtes amené à rencontrer différentes populations qui vont plus ou moins tirer parti de ces différents environnements, qui vont se balader et parfois être plus ou moins à l'aise dans les environnements dans lesquels ils vont être amenés à se balader. Alors, en géographie, on parlerait d'une approche positiviste, c'est-à-dire une population habite un certain endroit parce qu'elle est particulièrement adaptée et a développé des pratiques et des cultures qui sont adaptées aux contraintes de cet environnement. Bon, on a un petit peu changé d'avis chez les géographes entre-temps, mais mine de rien, c'est quand même un sujet qui a été longtemps discuté dans cette discipline. Et donc, c'est assez impressionnant de voir comment ce jeu met en scène différentes cultures qui n'ont pas la même architecture, qui n'ont pas la même manière de vivre, d'habiter, avec un relatif vivre ensemble. Alors, il y a quelques conflits quand même dans cet univers. Bien sûr, on n'y échappe pas. La géographie sert à faire la guerre également, mais néanmoins, on peut souligner qu'il y a une approche culturelle réfléchie autour de vraiment différentes populations qui vont se regrouper. Et puis enfin, alors ça c'est vraiment mon grand dada, et je ne sais pas si parmi vous il y a des fans de cartes et de cartographie qui n'ont pas encore joué à ce jeu, mais tout l'ensemble cartographique de ce jeu est absolument immaculé, avec un ensemble d'interactions très intéressantes entre l'interface cartographique que vous avez par exemple dans les menus de pause et ce que vous faites dans l'environnement de jeu. Donc là, ce que vous voyez sur l'image sur la gauche, c'est les parties quand on est en pause et qu'on peut regarder cette super belle carte en vue aérienne, un peu satellitaire. Ce que vous avez à droite, c'est quand vous êtes dans la partie, que vous utilisez votre longue vue qui vous permet de poser des balises qu'on va retrouver dans l'interface cartographique qui vous permet de poser des balises que vous retrouverez dans la vraie vie, interface cartographique vue du dessus qui vous permettra de voir des choses qui ne sont pas visibles à hauteur de Link. Donc par exemple, moi, si je suis mon personnage et que je me balade, je vais peut-être voir un ensemble de paysages devant moi, mais vu du dessus, ce paysage, peut-être qu'il aura une certaine géométrie qui va m'indiquer qu'un certain secret, une certaine aventure m'attend quelque part. Tout ça pour dire que toutes ces interactions sont pensées de manière très intéressante entre l'interface cartographique, le level et le game design. Et donc, bravo, quoi. Quel grand jeu. Alors, pour revenir un petit peu sur le travail de mon équipe qu'on a évoqué très, très brièvement, à Ubisoft, il existe depuis une dizaine d'années une équipe qui s'appelle Humanities and Inspiration, qui est constituée de Inspirational Content Advisor. Et donc, dans cette équipe, en fait, vous allez retrouver des profils de personnes expertes en sciences humaines et naturelles. Alors, on était un peu plus nombreux avant, mais vous retrouverez quand même une spécialité en histoire, en sciences politiques, en sciences militaires et puis donc en géographie. L'objectif de notre équipe, c'est d'aider de manière transversale un peu tous les projets qui auraient besoin de sciences humaines et naturelles pour faire avancer leur jeu. On va arriver à peu près toutes les étapes de développement du jeu, que ce soit au tout début quand il s'agit de choisir un setting, choisir un contexte spatio-temporel dans lequel on va développer un jeu, mais aussi tout au long de ce processus de développement. Alors au début avec des questions générales, comprendre les grands enjeux d'une période, les conflits, les différents personnages qu'on pourra retrouver à cet endroit, les véhicules, les armes, les vêtements, les grands enjeux. Et puis petit à petit, à mesure qu'on va avancer dans la production, des questions de plus en plus précises sur des boucles de ceinture, sur des manières dont des armes bougent. Et alors là, on va retrouver un pont avec l'équipe de David probablement. Mais voilà, on va être amené à traiter tous ces sujets, et ce, à l'aide de différents outils. La finalité pour nous, c'est d'aider à créer des expériences de jeu qui soient authentiques et qui proposent des interprétations intéressantes, je l'espère, entre science et création, dans la mesure où on va faire un certain nombre de jeux chez Ubisoft qui s'appuient sur des environnements spatio-temporels qui ont existé dans la vraie vie ou qui existent à date, voilà, des jeux dans le présent. Également un peu de prospective sur des jeux potentiellement avec des contextes futuristes. Et pour nous, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de travailler à faire en sorte que les équipes qui souhaitent s'approcher d'une démarche authentique puissent avoir accès à une information scientifique de qualité pour reproduire des environnements au plus fidèlement possible avec ce que diraient par exemple les archéologues ou les historiens d'une certaine période. On parle d'environnement, mais comme je vous le disais, on parle aussi de personnages, de véhicules. Donc vraiment, ça peut être assez large, les différents sujets qu'on va brasser. Pour ce faire, on a deux outils. On a une encyclopédie en ligne dont je ne vais pas forcément vous montrer une image parce que bon, si vous arrivez à imaginer Wikipédia, je pense que vous serez assez proche de à quoi ressemble notre outil. Mais c'est un outil textuel qui nous permet de développer une encyclopédie de savoir en sciences humaines et naturelles dédiée à chaque projet. Et puis nous avons un outil de SIG interactif, un outil de cartographie donc, qui s'appelle Cartographe. C'est très explicite comme nom. Et avec cet outil, en tant que géographe et cartographe, moi je vais être amenée à proposer des cartographies interactives pour aider les équipes à cerner des contextes de différentes périodes.
Il faut imaginer que quand on s'adresse dans notre équipe en tant que personne issue de milieux universitaires et notamment de sciences humaines et naturelles, on n'est pas toujours face à des personnes très scolaires, des personnes qui ont des bons souvenirs des cours d'histoire géo. Voilà, il faut composer avec tout un public varié de personnes qui, pour certaines, sont occupées à dessiner, pour d'autres à coder, pour d'autres à faire des schémas. Et donc, développer différentes manières avec lesquelles on va pouvoir s'exprimer et faire de la médiation est un sujet très important pour notre équipe. Cartographe est donc un outil qui nous permet de nous adresser à un public un peu plus visuel et un petit peu plus dans la manipulation, là où peut-être que nos outils textuels vont un peu plus parler aux personnes qui sont amenées à écrire du dialogue, écrire des scénarios, par exemple. Donc voilà, on peut faire de la cartographie par exemple de conflits, un peu comme dans l'exemple qui est montré, mais comme c'est un outil de SIG, il gère aussi des bases de données, il est en mesure de gérer des bases de données assez conséquentes, de données sociologiques, démographiques, économiques. Donc voilà, là c'est un exemple du taux de chômage, il me semble, aux États-Unis. Il me semble que c'était l'année 2019-2020. Donc voilà, ça peut nous permettre de générer de la visualisation de données d'assez grande quantité et de grande qualité. C'est aussi un outil qu'on va utiliser d'autres manières. Alors nous, c'est vrai que notre équipe, on s'en sert pour parler d'histoire géo, mais bon, on peut aussi s'en servir avec plein d'autres applications, qui soient stratégiques, qui soient d'annuaires. Là, c'est un exemple de voyage de terrain qu'on avait organisé à partir de cet outil, puisque en effet, voilà, parfois les déplacements sur le terrain peuvent faire partie du quotidien de l'équipe pour s'imprégner d'une certaine culture et d'un lieu. Alors tout ça en tant que géographe, bien sûr, ça questionne de tout un tas de manières. Peut-être qu'un historien ou une historienne aurait amené ces sujets différemment du mien. Mais moi, je trouve qu'il y a ce qu'on fait en matière de production vidéoludique interroge particulièrement la notion de tourisme, puisque du coup, on est amené à créer des environnements qui veulent imiter quelque chose d'une certaine période que vous et moi, on n'a pas connu, mais que potentiellement, on aime bien aller visiter en tant que touriste. Et donc, quelque part, faire revivre ces environnements à partir de bâtiments qu'on connaît déjà, mais aussi en venant ajouter toute une vie, tout un ensemble de personnages non jouables, de quêtes, de mécaniques qui viennent se superposer à ça, peuvent en fait créer des espèces d'expériences de proto-tourisme, néo-tourisme qui je pense sont très intéressantes. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, en fait, vous voyez au-dessus des images du jeu Assassin's Creed 2 et juste en dessous les vrais bâtiments voilà, qu'on s'est efforcé de reproduire dans des temps immémoriaux, bien avant que je travaille à Ubisoft, je crois bien avant que j'ai le baccalauréat même. Mais voilà, c'est pour dire que c'est une démarche dans laquelle on s'inscrit, puisque aujourd'hui on a quand même des retours de joueurs et de joueuses très intéressés par le fait que quand ils vont sur le terrain découvrir des environnements de jeux qu'ils ont vus dans nos jeux en premier lieu, ils sont très impressionnés par parfois la qualité de la reproduction des environnements. Et ça, c'est parce que ça nous demande beaucoup de travail, vous vous en doutez. Alors accessoirement, on réfléchit à comment est-ce qu'on va partager aussi ces contenus pédagogiques qu'on va écrire auprès des équipes, puisqu'on a un certain nombre de demandes, de personnes qui nous demandent comment est-ce qu'on peut revaloriser ce qu'on a fait, est-ce qu'on peut publier par exemple les cartes, les encyclopédies qu'on a écrites, etc. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut faire, puisque ce qu'on aimerait c'est manager votre déception. Donc quand vous allez voir qu'en fait on a utilisé finalement pas tout le contenu de recherche qu'on a produit pour ces jeux, on veut éviter de vous décevoir, mais par contre on a créé ce qui s'appelle les Discovery Tours, qui sont des modes de jeu qui vous permettent en fait d'explorer vraiment tout le travail de recherche qui a été fait en sciences humaines et naturelles autour des settings abordés dans ces jeux, donc Assassin's Creed. Je cite le dernier en date, qui est du coup Viking Age, puisque en gros il vous permet d'incarner des personnages de la période viking dans des tâches très quotidiennes et donc de vivre avec bonheur, par exemple, la vie d'un moine. Voilà, qui va se rendre à la messe à heure régulière et cueillir des plantes médicinales telles qu'elles étaient cueillies à l'époque. C'est une manière un peu diégétique, comme on dit, c'est-à-dire intégrer à l'expérience de jeu, de vous faire apprendre des choses, on l'espère. On a aussi itéré autour de manière un peu plus scolaire, c'est-à-dire vous baladez dans l'environnement, il n'y a pas vraiment de quête, vous êtes juste amené à avoir des explications de l'équipe de développement autour de ces éléments. Voilà. Moi, je pense que c'est des manières assez intéressantes pour nous de revaloriser cette production scientifique. Alors, il ne s'agit pas de venir remplacer le manuel scolaire, très loin de là, mais par contre, l'idée, c'est que tout ce travail de recherche, en fait, il est franchement colossal. C'est un petit peu dommage de le garder pour nous. Et donc, c'est intéressant de pouvoir réfléchir avec les équipes de développement à comment est-ce qu'on peut le revaloriser. Et mine de rien, ça ouvre des partenariats avec des institutions qui, je pense, sont assez vertueux, puisque du coup, Ubisoft a des moyens pour produire des environnements, notamment visuels, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on peut retrouver dans le milieu universitaire, par exemple. Tout un département d'archéologie qui travaille dur sur une certaine période n'est pas forcément en mesure de la reproduire par ailleurs. Et donc, c'est un peu un cas qu'on a rencontré en travaillant sur le jeu Assassin's Creed Mirage, qui se déroule dans Bagdad, période abbasside. C'est une période d'essor pour Bagdad qui est immense, mais pour laquelle il existe très peu de ressources documentées autour
en fait, de l'apparence de la ville. Hein. Donc on a pas mal de textes, on a quelques esquisses, mais il y a finalement il y avait peu de matière en gros pour nous pour construire cette ville-là à partir d'environnements qui auraient persisté dans le temps, hein, puisque la ville a été quasi intégralement rasée, bien sûr. Et donc, quelque part, la reproduction qu'on a pu faire de Bagdad dans le jeu, avec notre travail avec les institutions, les partenaires en université, les historiens, les archéologues, etc., nous a permis de produire à date ce qui s'apparenterait à une des reproductions les plus fidèles qui existeraient de la ville d'antan. Alors, vous allez me dire, c'est un peu accidentel, mais bon, en même temps, c'est le mandat de l'équipe. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, le travail supplémentaire qui est mis par Ubisoft là-dedans permet d'avoir en fait des échos très vertueux, je trouve, avec le milieu de la recherche, où en fait, on peut mettre à disposition quelque part notre armada d'artistes et de concepteurs, conceptrices de niveau pour produire ces environnements qui seraient très durs à faire pour des institutions qui ne sont pas munies de ces métiers-là par nature. Et donc, ça nous permet parfois de valoriser aussi ce travail-là dans des musées où on va pouvoir mettre à disposition des visuels, des documents qu'on a produits pour que ces personnes puissent, pour en faciliter la médiation entre ces différents sujets scientifiques et puis les institutions. Juste passer à tes commandes. Merci. Bien, alors moi je vais passer sur ma partie à d'autres regards que la science porte sur le jeu vidéo. Évidemment, il y a des liens avec ce que Eve a pu vous raconter. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec cette équipe-là, notamment sur des questions, on va dire, de plausibilité scientifique dans certains contextes. Alors, par exemple, on fait un jeu de science-fiction, on veut faire des planètes. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la température de la planète, sa taille, les climats qui règnent, etc. Donc des questions sur comment est-ce qu'on conçoit une planète un petit peu plausible. Des questions aussi, par exemple, qui peuvent avoir un lien avec le statut de certaines sciences dans l'histoire. Par exemple, est-ce que c'est OK d'imaginer que des personnages aient des objets en aluminium au XVIIe siècle? En fait, non, on ne pouvait pas faire d'aluminium au XVIIe siècle. Donc voilà, des choses de ce genre-là. Ce n'est pas tellement de ça dont je vais vous parler maintenant, je vais plutôt vous parler de les sciences au service du game design. Donc Eve vous a expliqué que le game design, ça consiste à imaginer en quelque sorte les règles du jeu, que vont faire les joueurs et les joueuses dans le jeu. Et en fait, alors, ça a été principalement sur quoi j'ai travaillé. Et il y a 3 mots qui résument un petit peu certains grands thèmes sur lesquels j'ai beaucoup bossé, qui sont 3 mots intéressants parce qu'ils existent à la fois dans le monde du jeu vidéo et dans le monde de la science, avec des significations qui ne sont pas toujours identiques dans les 2 mondes. Et donc ces 3 mots, c'est l'émergence, la physique et l'intelligence artificielle. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, je vais commencer par l'émergence parce que c'est ce qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu vidéo. L'émergence, c'est un thème qui est discuté à la fois côté science et côté jeux vidéo. Et dans le domaine des sciences, ça désigne tous ces phénomènes qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines où on a un système complexe fait de plein de petits systèmes individuels en interaction. Et les interactions entre ces petits systèmes produisent un grand système qui a des propriétés qui sont un peu étonnantes, qu'on n'aurait pas forcément pu imaginer simplement en regardant les petits systèmes. Alors vous avez ici quelques exemples assez connus. Celui-ci est très classique, c'est le jeu de la vie. Vous connaissez peut-être cet exemple-là. Donc c'est une sorte de simulation informatique très très simple où on imagine des cases noires et des cases blanches avec des règles d'évolution qui ont l'air vraiment basiques. Chaque case évolue en fonction de ses voisines. Sauf que quand on simule tout ça, on voit apparaître tout un tas de trucs étonnants, des structures qui se développent, des structures qui se propagent, des structures qui oscillent, tout un tas de choses qu'on n'aurait pas pu deviner simplement en regardant les règles d'évolution de chacune des cellules. Donc c'est un bel exemple d'émergence plutôt en sciences informatiques. Mais on retrouve des choses comme ça dans tout un tas de disciplines qui sont amenées à traiter des systèmes constitués de plein de petits éléments. Alors dans le domaine des foules, par exemple, on peut considérer, par exemple, quand on a une holla dans un stade, c'est un phénomène émergent. Chaque personne du stade se comporte comme finalement un système assez simple qui fait la même chose que son voisin, et on voit ces phénomènes-là se développer. On retrouve ça aussi en biologie, donc les bancs de poissons, les nuées d'oiseaux, etc. Ici, vous avez, je crois, une termitière. Finalement, les termites, c'est étonnant parce que chaque termite fait un truc très très simple. Chaque termite n'a aucune notion de ce qu'elle est en train de bâtir globalement avec ses voisines. Et à la fin, on se retrouve avec des structures de ce type-là sans qu'aucune des termites n'ait vraiment planifié la chose. C'est vraiment une structure qui a émergé. On retrouve aussi des phénomènes comme ça, par exemple, en économie. Et donc, moi, quand j'ai découvert le monde du jeu vidéo et que j'ai commencé à discuter avec des gens du monde du jeu vidéo il y a 8 ans, ces gens-là me parlaient d'émergence. Je me disais, mais c'est intéressant parce que moi, je sais ce que c'est l'émergence, c'est un sujet que j'aime beaucoup en sciences. Et c'est aussi un sujet que certains designers aiment beaucoup dans le jeu vidéo.
et notamment dans ce qu'on appelle le design systémique. Alors qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer un exemple qui est intéressant. On va à nouveau parler de Breath of the Wild. Alors vous allez voir, c'est une vidéo que je vais lancer là, alors la qualité n'est pas très très bonne, mais c'est parce que j'ai été la prendre dans une conférence qui a été donnée par certains des développeurs de Breath of the Wild. Donc c'est ce qui s'appelle la GDC, c'est la grande conférence annuelle des développeurs qui a lieu tous les ans. Et donc là, ils présentent les innovations de game design de Breath of the Wild. Et notamment, on va voir quelques petites scénettes qui illustrent très bien cette notion d'émergence dans le jeu vidéo. Donc là, vous voyez, on a le personnage principal, Link, qui s'apprête à lancer un objet enflammé. Donc là, je vais lancer le truc. Et ce qui va se passer, vous allez voir, alors si vous jouez à Breath of the Wild, vous savez, il lance ça, l'herbe prend feu, ça crée un courant ascendant, il saute dans le courant ascendant et il en profite pour s'élever. Et puis voilà, éliminer l'ennemi. Autre exemple ici, il lance un objet métallique, il attrape l'objet métallique avec une espèce de pouvoir magnétique, et comme il y a un orage et qu'il déplace l'objet métallique près des ennemis, à un moment donné, l'éclair frappe l'objet métallique. Ça, c'est un autre exemple où Link met le feu avec un silex et du bois, ça crée un courant ascendant, il lance une bombe, et vous voyez, la bombe va à nouveau oxyre ses ennemis. Alors, ce qui est intéressant dans ces exemples-là, c'est qu'à chaque fois, le personnage arrive à faire un truc qui est assez original et qui résulte d'une combinaison d'un certain nombre d'ingrédients qui ont été mis là par les concepteurs. Donc des ingrédients liés au fait que le feu crée de la chaleur, que le feu se propage, que la chaleur crée des courants ascendants, que les courants ascendants ont un impact sur le déplacement des objets, sur le fait que les objets métalliques attirent la foudre, les objets métalliques réagissent au pouvoir magnétique, etc. Et on peut combiner de façon extrêmement créative, comme vous l'avez vu, tous ces exemples-là. Et donc, ce qui est intéressant, alors dans la conférence, ils n'appellent pas ça l'émergence, ils appellent ça le design multiplicatif, mais je pense qu'on conçoit un peu la même idée. C'est-à-dire que voilà, vous avez ici des exemples de ces pouvoirs que manipule le personnage de Link. Et en fait, chaque pouvoir est inspiré d'un phénomène scientifique qui a été évidemment un peu stylisé. Par exemple, si vous connaissez le pouvoir cinétis qui permet de figer un objet et de lui donner de l'énergie cinétique. Bon, dans la vraie vie, on peut donner de l'énergie cinétique, mais enfin, le figer d'abord, ça ne marche pas très bien. Le personnage qui arrive à faire avancer son bateau en agitant son éventail dans les voiles tout en étant sur le bateau, ça répond pas bien aux forces d'action et réaction. Mais bon, quand même, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tellement le caractère extrêmement réaliste de ces phénomènes, c'est deux choses. Premièrement, ces phénomènes sont inspirés de choses de la vie réelle, donc du coup, on arrive à anticiper un peu les choses. On se doute bien que si on met du feu près du glaçon, le glaçon va fondre. Et en fait, c'est effectivement ce qui se passe dans le jeu. Le jeu répond un peu à nos attentes, à nos intuitions de la vie courante. Et surtout, tous ces ingrédients arrivent à se combiner. On les a vus dans les vidéos. On peut combiner le feu, le vent, la foudre, l'électricité, etc. Et donc, cette idée d'émergence et de design multiplicatif, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle fournit des situations de jeu où les joueurs ont finalement plein de possibilités pour résoudre les situations. On a vu tout à l'heure sur des exemples très simples, la situation c'est juste basiquement abattre un ennemi. Et les joueurs ont la possibilité de combiner les ingrédients pour le faire d'une façon créative. Et là où il y a de l'émergence, et on se rapproche un petit peu du sens de l'émergence en science, le truc qu'adorent les gens qui designent des jeux comme ça, c'est quand les joueurs et les joueuses arrivent avec des solutions qu'on n'avait pas imaginées. Ils combinent les pouvoirs d'une façon qu'on n'avait pas forcément pensé pour arriver à faire un truc parfois assez dingue. Donc vous trouvez plein de vidéos par exemple sur YouTube ou sur Twitch de gens qui ont fait des combinaisons absolument folles avec ces pouvoirs et qui arrivent de façon très ludique à résoudre des fois des puzzles d'une façon qui manifestement n'était pas du tout prévue par les concepteurs. Donc on retrouve un peu cette idée d'émergence dans le sens où on a des ingrédients qu'on a mis là qui interagissent entre eux et des fois le résultat dépasse un peu ce qu'on aurait pu imaginer. Alors il y a quand même un ingrédient qui est toujours commun dans tous ces exemples, c'est le fait que les objets bougent, ils ont une certaine vitesse, ils ont un déplacement dans l'espace, et c'est vraiment la source de la connexion de tout ce qu'on a vu là. Et c'est ce que dans le jeu vidéo, les gens appellent la physique. Alors j'ai été un peu surpris moi en tant que physicien quand je suis arrivé dans le monde du jeu vidéo et que les gens me parlaient de la physique dans le jeu, on a modélisé la physique. Moi j'étais là, je disais ah ouais, vous avez modélisé la physique, waouh. Et en fait j'ai fini par comprendre que dans le jeu vidéo, quand les gens disaient la physique, en fait ils sous-entendaient la gravité et les collisions. Bon alors évidemment la physique c'est pas que ça. Donc voilà, le mot physique, retenez que c'est un mot, si vous parlez avec quelqu'un qui fait du jeu vidéo, c'est un mot qui n'a pas exactement le même sens que dans le reste du monde. Mais la physique, c'est super intéressant parce que c'est la base de beaucoup de choses. Alors, on parlait tout à l'heure de Mario. Alors, ce qui est rigolo, c'est que justement, si on prend le tout premier Mario,
vous allez voir que il n'y a pas vraiment de loi de la physique au sens où on l'entendrait. Donc je vais vous jouer cette petite vidéo qui est un petit montage que j'ai fait à partir de quelques déplacements dans le tout premier niveau de Mario. Donc très classique, hein, on commence et puis on peut bouger le personnage et le personnage peut sauter. Voilà, bon. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est plutôt des animations qui ont été travaillées par les designers du jeu. Et ça conduit à quelques petits trucs qu'on pourrait trouver bizarres. Par exemple, on va compter le nombre de frames là. Vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et à la descente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez, on met 16 frames à monter et 9 frames à descendre. Alors ça, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, la vraie vie. Normalement, c'est symétrique, hein, on met autant de temps à monter qu'à descendre. Mais bon, les designers de Mario ont considéré que le feeling était meilleur, donc ils ont triché avec cette règle-là. Autre phénomène très étonnant, je vais vous remettre un des autres sauts qu'on voit. Donc là, Mario saute, très bien, tout a l'air de se passer comme une brave trajectoire parabolique. Et il revient à l'endroit où il était tombé. Alors si vous faites ça, si vous sautez d'une falaise comme ça, enfin faites pas ça hein, du coup, parce que quand vous êtes en l'air, vous ne pouvez pas tourner. L'inertie vous emporte et vous allez suivre une trajectoire sur laquelle, a priori, vous n'avez plus aucune prise. Donc ce concept de « je peux contrôler le personnage en plein vol », ça ne marche pas du tout. Évidemment, maintenant, surtout dans les jeux en 3D, c'est quelque chose qui serait un peu trop compliqué de pouvoir contrôler comme ça un personnage en plein vol. Et les jeux en 3D, notamment, respectent mieux, par exemple, les lois de la gravité et la façon dont on tombe, les trajectoires paraboliques, etc. Aujourd'hui, on est capable de pousser assez loin ces notions de collision, de mouvement des objets. Une des premières fois où ça s'est été vraiment mis en avant, c'est dans le jeu Half-Life 2. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une recréation d'une démonstration qui a été faite à l'E3. Donc l'E3, c'était la grande conférence qui avait lieu à peu près à cette époque d'ailleurs, en juin à Los Angeles, et qui n'existe plus maintenant, mais où les grands éditeurs venaient présenter leurs jeux. Et donc là, Valve venait présenter cette démo, notamment pour montrer ce qu'on appelait le moteur physique qui était derrière le jeu. Donc la partie du jeu qui était vraiment chargée de faire la simulation physique. Et peut-être que ce que vous allez voir là vous paraît relativement commun par rapport à l'état actuel des jeux vidéo, mais à l'époque c'était vraiment une véritable petite révolution. Ce qu'on voit là donc, c'est des objets qui bougent de façon complètement naturelle, c'est-à-dire que en fait leur mouvement, leur vitesse, leur accélération, la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, sont en fait complètement simulés, c'est-à-dire calculés. Grosso modo, on résout les équations de la dynamique. Là, on a un exemple qui est très très spectaculaire, cette espèce de truc qui ressemble à une planche de Galton. Et là, le mouvement des objets, des rotations, etc., est naturel. C'est plus des animateurs qui ont dessiné un mouvement à la main qu'on va rejouer de façon fixe à chaque fois. C'est vraiment, on calcule le mouvement des objets en temps réel. Et donc, on utilise les lois de Newton, les lois de la mécanique du solide, etc. Et en fait, à l'époque où ça a été présenté, c'était vraiment incroyable. C'était la première fois qu'on voyait ça. Il y a quelques vidéos de cette démo qui ont été filmées depuis la salle. Et on entend le souffle des gens. Enfin, les gens sont estomaqués au moment où ils voient les cylindres tomber de cette façon-là. Et donc ça, vous voyez évidemment le lien avec l'émergence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des objets qui peuvent bouger comme ça selon des lois simulées de la physique, qui flottent, qui peuvent être soufflés par une explosion, qui peuvent rentrer en collision les uns avec les autres, on peut faire tout un tas de choses qui sont vraiment intéressantes et qui vont être émergentes, surprenantes, parce qu'il va se passer des choses qu'au niveau du design, on n'arrive pas forcément à anticiper. Je vais vous montrer un exemple que j'aime beaucoup de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Un exemple très impressionnant d'un jeu un peu moins connu qui s'appelle Teardown, et qui est un jeu qui est fait avec des voxels, donc des tout petits cubes, c'est-à-dire le monde est fait de tout petits cubes, on le voit un petit peu dans les plantes là. C'est le trailer du jeu. Et notamment ce qui est très impressionnant, c'est que le moteur physique est tellement bon que les objets peuvent être détruits et se cassent de façon plus ou moins naturelle. Et chaque fragment d'objet devient un objet à son tour qui subit des lois de la dynamique. Donc voilà, on peut casser du verre, des murs, les choses sont enflammées, il y a de l'eau. Et en fait, c'est vraiment une prouesse du point de vue de la technique d'arriver comme ça à faire en sorte qu'on arrive à simuler suffisamment bien les lois de la mécanique de la gravité, de la mécanique du solide, pour tenir compte de tous ces objets qui sont créés en temps réel. Parce qu'à partir du moment où le joueur détruit un objet,
chaque fragment n'existait pas avant et il va falloir le gérer à partir de maintenant. Donc voilà, un jeu vraiment très très impressionnant sur le plan technique. Et il y a une chose que vous remarquez peut-être avec ça, c'est donc qu'un ingrédient essentiel pour que ça marche, c'est cette idée de voxel. Vous voyez que tous les objets, si on regarde de près, sont faits de ces petits cubes, et ces petits cubes sont importants pour pouvoir fracturer les choses, par exemple. Et évidemment, les voxels, ça vous fait peut-être penser à un jeu très très connu, le jeu le plus vendu du monde, qui est Minecraft. Alors dans Minecraft, les voxels sont gros, ils font typiquement une sorte de taille apparente d'à peu près 1 mètre. Et c'est un jeu qui, pareil, du fait de la malléabilité du monde, on peut placer des cubes, enlever des cubes, les cubes ont des interactions, fournit énormément de possibilités d'émergence. Alors moi, je voudrais vous parler d'un truc en particulier dans Minecraft, parce que ça va me permettre de vous montrer un petit peu des choses sur ce sur quoi j'ai travaillé. Ce que vous allez voir là, c'est une petite scène que j'ai tournée. En fait, j'ai recréé une scène qui s'est produite un jour avec ma fille. Ma fille était en train de jouer et donc elle avait, comme ça, près de son camp, une rivière. Et je lui ai dit, tiens, c'est cool, Elle avait une petite cuvette aussi près de sa grotte et je lui ai dit, tiens, tu vas pouvoir te créer une petite piscine privative. Et donc, pour vous montrer ce qui se passe, j'ai recréé cette scène. Donc voilà, je suis près de la rivière et je vais me creuser ma petite piscine privative. Voilà, ça va plus vite que dans la vraie vie. Et puis, je vais profiter d'habiter juste à côté de la rivière pour acheminer l'eau et remplir la piscine. Et donc là, c'est très simple. Il suffit de... Je suis pas loin, je vais creuser un canal. Donc voilà, j'avais dit à ma fille, super idée, tu creuses un canal et tout. Elle était super contente. Elle se creuse sa piscine, elle se creuse son canal, comme là, je suis en train de le faire. Et elle va arriver au niveau de la rivière. Ouais, super, l'eau coule dans le canal. En fait, l'eau ne coule pas dans le canal. L'eau ne coule dans Minecraft que sur 7 voxels. Et donc, jamais elle atteindra la piscine. Et d'ailleurs, on peut le voir si je m'amuse à créer des petits cubes à côté, enfin des petits... je vais créer un petit espace à côté. Vous allez voir que, quoi qu'on fasse, en fait, l'eau ne peut pas se déplacer de plus de 7 cubes. Voilà, donc déception, j'avais promis une piscine privative avec vue sur la montagne et sur le lac, et en fait, voilà. Alors ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi ça ne marche pas. En fait, dans Minecraft, la physique des fluides est gérée par ce qu'on appelle un automate cellulaire. C'est-à-dire qu'en gros, chaque cube informe les autres de ce qu'il contient. Et donc, déjà, il n'y a pas vraiment de dynamique. C'est-à-dire l'eau se remplit quasiment tout de suite. Il n'y a pas de notion, par exemple, d'inertie, d'eau qui va dévaler une pente ou quoi que ce soit. Et pour que ça ne soit pas trop compliqué à gérer, tout ça n'est limité qu'à 7 voxels. Parce qu'en fait, sinon, ça obligerait le moteur du jeu à gérer des choses impossibles. Si on s'amuse à créer un réseau immense, peut-être on se retrouverait à remplir d'eau toute la carte. Vous savez que dans Minecraft, il y a des tas de grottes et tout. Imaginez, j'amène un canal jusque dans une grotte. Je vais me retrouver à remplir tout le monde souterrain d'eau. Donc évidemment, ce n'est pas faisable. Et c'est pour ça qu'il y a cette règle qui est suffisante pour faire ça sur des petites distances. Mais évidemment, 7 voxels de propagation, ça ne va pas. Alors il y a quand même des bonnes raisons pour ça. C'est que, en fait, simuler des fluides, c'est compliqué. Ceux qui ont fait un peu de mécanique des fluides savent peut-être que pour simuler des fluides, il faut utiliser ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes. Alors là, je vous ai mis différentes représentations des équations de Navier-Stokes, tout aussi sympathiques les unes que les autres. Celle-ci a l'air plus compacte, mais c'est la même, je vous rassure. Et donc, les équations de Navier-Stokes sont particulièrement compliquées pour les scientifiques. Alors, elles sont compliquées, par exemple, pour les mathématiciens. Dans les fameux problèmes de maths à $1 million, il y a un problème qui concerne l'existence de solutions aux équations de Navier-Stokes. Et donc, est-ce que dans certaines conditions, on a la garantie ou pas que des solutions vont exister? Donc déjà, mathématiquement, on ne comprend même pas très bien ces équations. Et puis, d'un point de vue pratique, c'est très compliqué parce que, alors, aucune chance de les résoudre de façon exacte, sauf dans certaines circonstances très particulières. Et donc, le mieux qu'on puisse essayer de faire, c'est essayer de les résoudre de façon numérique. On va prendre un ordinateur,
On va prendre ces équations-là et puis on va essayer de faire en sorte que, de façon approchée, un ordinateur résolve ces équations. Alors ça marche, hein, on sait le faire. C'est avec ça qu'on est capable de simuler, par exemple, des trajectoires d'air autour des ailes d'un avion ou de vent dans les rues d'une ville ou bien d'eau autour de la coque d'un bateau. Donc on sait simuler les équations de Navier-Stokes, mais il y a deux problèmes. Déjà, ça demande beaucoup de temps de calcul, parce que c'est des équations qui sont compliquées, il y a beaucoup de calculs. Donc s'il faut attendre 3 jours pour simuler l'écoulement de l'air autour d'une aile d'avion, on peut attendre 3 jours, hein. Après tout, le sujet est quand même assez important. Dans le jeu vidéo, on n'a absolument pas le temps de faire ça. On tourne à 30 ou 60 images par seconde, donc il n'est pas question de faire ça. Et l'autre raison, c'est que souvent quand on essaye de le faire, si on le fait de façon un peu naïve, de façon pas très prudente, on a ce qu'on appelle des instabilités. C'est-à-dire que, en gros, la simulation numérique va se mettre à diverger complètement, et puis les vitesses de l'eau vont devenir infinies, et voilà, notre simulation ne vaudra rien. Donc naïvement, se dire, tiens, je vais faire une super simulation de fluide dans un jeu vidéo en résolvant les équations de Navier-Stokes, c'est compliqué. Alors c'est quand même le genre de choses que j'avais envie d'essayer, parce que finalement, jouer avec des fluides, c'est quand même vachement marrant. Je veux dire, faire un barrage sur une rivière, creuser des trous dans le sable avec de l'eau qui s'écoule, etc. On voit avec mon exemple de la piscine privative là que c'est quand même quelque chose que, intuitivement, on se doute qu'il y aurait certainement du gameplay sympathique attaché à ça. Et donc, alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le quotidien de quelqu'un qui essaie de travailler sur cette question. Et pour vous montrer ça, en fait, je vais vous montrer un petit extrait de simulation que j'ai faite. Alors je vous décris un peu avant que... Enfin oui, bon là c'est pas très visuel, mais je voudrais vous le décrire avant de le lancer. Je vais vous simuler 2 situations. Une situation, c'est, on va dire, une simulation d'air, de l'air dans lequel il y aurait de la fumée. Donc on veut calculer le mouvement du fluide et puis le mouvement de la fumée dans le fluide. Et l'autre, c'est plutôt une situation où on va simuler de l'eau. Et dans les deux cas, alors je vais pas le faire en 3D parce que c'est pas hyper visuel, je vais plutôt le faire en 2D. Donc ce que vous allez voir, c'est des simulations en 2D. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des voxels, parce que c'est très pratique. C'est d'ailleurs plus ou moins ce que font les scientifiques qui font ce genre de simulation. C'est-à-dire qu'ils vont découper l'espace en blocs. Alors, pour des tas de raisons, on n'utilise pas forcément des cubes, comme dans le cas des voxels. Donc là, moi, je vais utiliser ça, sauf que je vais être en 2D, donc ça va être des pixels. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Vous allez voir une image sur laquelle il y a plein de pixels. Il faut s'imaginer que chaque pixel contient une portion de fluide dont on va simuler la vitesse, la densité, etc. Et donc, à chaque fois, donc, je vais vous faire à la fois de l'air et de l'eau. Et alors, à chaque fois, je vais vous montrer 2 choses. C'est une simulation qui est faite de façon, on va dire, naïve. Et la deuxième simulation, qui est une des pistes de recherche que j'ai explorées pour rendre ces simulations plus rapides. Et alors, pour la petite histoire, je me suis souvenu d'un truc en préparant cette partie de la conférence. C'est que je crois bien que l'idée que je vais vous montrer là, elle vient de Roland. Ça m'était sorti de l'esprit, ça m'est revenu. Je crois que ce que je vais montrer là, tu me le confirmeras. En fait, c'est un truc qu'on avait discuté un jour. Tu m'as dit, ah tiens, il faudrait que tu regardes ça. Alors, je vous le montre et puis on va voir. Donc, j'ai filmé vraiment mon écran. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble le quotidien de quelqu'un qui programme sur ce genre de choses. Donc là, voilà, je lance. C'est du C++ dans le jeu vidéo. Hein, il faut que ça aille vite, donc c'est du C++. Donc voilà. Donc là, on a un fluide en temps réel qui est simulé avec de la fumée que j'ai colorée pour que ce soit plus simple. Et les petits points blancs représentent en fait la vitesse du fluide. Et donc, je peux vraiment jouer avec le fluide en temps réel. Je peux injecter du colorant, je peux agiter le fluide en le poussant avec ma souris, en quelque sorte. Et donc, on retrouve toutes ces volutes de fumée caractéristiques sans problème de divergence. Et donc ça, c'est la version accélérée. Et alors, vous voyez peut-être l'astuce, c'est que j'utilise des pixels de taille adaptative. C'est-à-dire qu'au lieu de découper l'espace en voxels ou ici en pixels de taille fixe, comme ça serait le cas dans Minecraft, en fait, la taille des voxels change, enfin des pixels, on appelle ça des quadtris techniquement, en fonction de ce qui se passe. S'il se passe beaucoup de choses, je vais prendre plutôt des choses très très fines. Et puis, dans les endroits où il ne se passe pas grand-chose, je vais prendre des cellules plus grandes. Donc là, c'est les deux mêmes simulations, mais cette fois avec plutôt de l'eau. Donc là, on a ce qu'on appelle une surface libre. Hein, donc on voit l'eau, une interface entre l'eau et l'air. On a la gravité. Je simule une sorte d'immense piscine de, je ne sais plus combien, 20 mètres de haut, de large, un truc comme ça, que j'agite. Et donc, vous voyez, la vitesse du fluide est représentée par ces petites flèches. Et puis, pareil, je peux agiter le fluide, je peux ajouter de l'eau, etc. Et maintenant, là même, avec des quads adaptatifs,
vous voyez que la taille des quads dans lesquels on fait la simulation change en fonction de ce qui se passe. À l'interface ici, il se passe plein de trucs intéressants, donc on va utiliser comme si on utilisait des tout petits pixels. Par contre, au fond ici, où il ne se passe pas grand-chose, ou dans l'air dans lequel il ne se passe rien, on va utiliser comme des gros pixels. Alors, j'ai souvenir que c'est toi, Roland, qui m'avais donné cette idée-là, en me disant qu'il fallait que je regarde un peu ce que faisaient les astrophysiciens. Je crois que c'est ça qu'on fait quand on fait des simulations d'effondrement de nuages de gaz. Parce que quand un nuage de gaz s'effondre, en fait, à plein d'endroits et pendant longtemps, il ne se passe pas grand-chose. Le gaz est relativement uniforme. Et puis, tout à un moment donné, le truc s'emballe, le gaz s'effondre sur lui-même, une étoile va s'allumer à la fin. Et donc là, on a au contraire, dans des zones très localisées, beaucoup de densité. Et donc, on a besoin de faire ces techniques adaptatives. Là, vous voyez la version où, en plus, je peux interagir, c'est-à-dire construire des murs. J'enlève de l'eau. Je crois qu'à un moment donné, je fais des principes de vases communicants. Donc voilà le genre d'idée qu'on peut essayer d'explorer si on veut rendre accessible cette idée de simuler des fluides dans un jeu vidéo sans forcément devoir se résoudre les équations de Navier-Stokes à la dure. Alors, il n'y a rien de gratuit dans cette affaire, c'est-à-dire que, évidemment, là, le fait d'utiliser des pixels adaptatifs permet de simplifier un peu ce calcul. L'autre truc sur lequel on triche, c'est que, en fait, là, ce que je fais, c'est que je ne simule pas exactement les équations de Navier-Stokes. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Ce qu'on peut montrer d'ailleurs mathématiquement, c'est qu'en fait, j'utilise un type de simulation qui s'appelle Stable Fluids, qui a un avantage, qui a été inventé assez tardivement d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années seulement, qui permet de faire une simulation dans laquelle on a la garantie qu'il ne va pas y avoir d'instabilité, ce qui est quand même super pratique, à aucun moment la simulation n'explose. Le prix à payer, c'est qu'on se retrouve toujours à simuler un fluide plus visqueux que ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que si on voulait simuler un fluide très peu visqueux, en fait, on n'y arriverait pas, il serait en quelque sorte automatiquement plus visqueux que ce qu'on avait envie. Mais finalement, pour du jeu vidéo, on se dit c'est peut-être pas très grave. Finalement, si le fluide n'est pas aussi et un peu plus visqueux que ce que serait dans la réalité, c'est peut-être pas un gros problème. Donc voilà, c'est un exemple assez intéressant, je trouve, de comment est-ce qu'en simplifiant les équations de la vie réelle et en trouvant les bons raccourcis, on arrive à faire des simulations qui pourront peut-être ensuite être utilisées. Alors, tout ça est peut-être un peu déceptif parce que je vous montre quelque chose qui est quand même très très loin d'un jeu vidéo. Alors malheureusement, il y a plein de choses que je ne peux pas vous montrer pour des raisons que vous comprendrez. Mais j'espère que peut-être un jour, vous verrez un jeu sortir et vous repenserez à ça et vous direz « Ah oui, ok, maintenant je comprends le lien, donc je croise les doigts que ce jeu sorte un jour. » Ceux qui savent, savent. Ok, alors donc tout ça c'était pour les exemples de ce qu'on peut faire du côté de l'émergence. Et il y aurait encore plein de choses dont je pourrais parler. Je pourrais parler de choses, par exemple en dynamique des populations, quand on étudie les évolutions de populations animales dans un environnement. Je pourrais parler de comportements socio-économiques, etc. Mais je vais aller un peu vite et vous parler de ce troisième mot qui est un mot que j'ai beaucoup entendu dans le monde du jeu vidéo et dont je me suis rendu compte un peu tardivement qu'il ne voulait pas dire la même chose que dans le reste du monde. Et c'est le mot d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, en fait, c'est, dans le monde du jeu vidéo, ce qui désigne le comportement de tous les personnages que vous pouvez être amenés à croiser dans vos aventures. Alors ça peut être des ennemis fréquemment, ça peut être des passants, ça peut être des alliés qui vont vous aider, vous accompagner. Et donc pour désigner tout ce qui sert à simuler le comportement de ces personnages, on parle dans le jeu vidéo de l'intelligence artificielle, l'IA du jeu. Alors l'histoire de l'intelligence artificielle, elle est assez ancienne. Le terme existe quasiment depuis que l'informatique existe. Et en fait, pendant longtemps, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'était ? C'était utiliser des programmes informatiques pour essayer de simuler des comportements vaguement humains en utilisant des choses très simples du style « if ceci, then fait cela ». Et donc, c'est ce qu'on a, a posteriori, appelé l'IA symbolique. Donc, dans l'IA symbolique, on a des gens qui vont programmer des règles de façon tout à fait explicite en utilisant des connaissances d'experts pour essayer de simuler une sorte de comportement un peu intelligent d'un humain. Et donc, c'est par exemple ce qu'on retrouvait dans le tout premier chatbot de l'histoire, qui s'appelait Elisa, sorti dans les années 60. Vous voyez, donc on était des décennies avant les modèles actuels. Et c'est aussi plus ou moins ce qu'il y a derrière, par exemple, Deep Blue, la victoire de Deep Blue sur Kasparov, c'était essentiellement de l'IA symbolique, des règles assez explicites qui avaient été programmées, beaucoup de règles, beaucoup de calculs derrière, mais programmées avec des spécialistes des échecs. Et puis vous savez peut-être que, alors oui, cette IA symbolique, c'est essentiellement ce qu'on utilise aujourd'hui dans le jeu vidéo. Chaque fois que vous voyez, donc ici c'est une scène d'Assassin's Creed, ça doit être Unity, je pense, celui qui se passe à la Révolution française, tous les personnages
qui sont animés, tous les personnages qui sont animés ici, derrière, il y a un modèle de comportement qui est quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire de l'IA symbolique, des règles de if, then, etc. Alors, pourquoi c'est ça? Ça a quand même plusieurs avantages. Déjà, c'est des choses qui tournent rapidement. Quand on a des centaines de personnages, parfois, comme dans certaines scènes de Assassin's Creed Unity, on n'a pas forcément envie que chaque personnage prenne des plombes de calcul à simuler. Et l'autre chose, c'est que du point de vue du design, c'est quand même rassurant parce que les règles sont en principe programmées explicitement, donc on est capable de comprendre pourquoi, à un moment donné, un personnage non-joueur va se mettre à faire un truc. On est capable d'aller voir dans le code pourquoi est-ce que dans ces circonstances-là, il a choisi ce comportement-là. Alors toute cette IA symbolique, en fait, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup moins. Ailleurs que dans le jeu vidéo. Et parfois, même ironiquement, voilà, on se moque un peu de ces choses-là en disant, j'ai repris le même de Scooby-Doo, on en appelle IA des choses, quand on regarde derrière, bon, c'est if, ceci, then, fait cela, quoi. Et donc, parfois, les gens appellent ça la bonne vieille IA, le good old-fashioned AI en anglais. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il est arrivé déjà depuis pas mal de temps d'autres façons de faire de l'IA, et notamment ce qu'on appelle le machine learning, donc qui consiste à utiliser des algorithmes qui vont être capables d'apprendre à partir de données qu'on va leur montrer. Donc elles vont pas savoir faire des choses parce qu'on leur a donné explicitement la recette à suivre, mais elles auront découvert la recette sur les exemples qu'on leur a donnés. Alors l'idée du machine learning, elle est assez ancienne, et il y a eu un grand revival dans les années 2010 avec l'idée du deep learning. Alors le deep learning, c'est juste une saveur particulière du machine learning, où on va utiliser des réseaux de neurones, mais surtout des réseaux de neurones profonds. Donc si vous avez un réseau de neurones, on va dire classique, tel qu'on les regardait par exemple dans les années 70-80, et puis ici les réseaux de neurones profonds qui pendant très longtemps n'ont pas marché, où on a beaucoup de couches de neurones entre ce qu'on va mettre à l'entrée et ce qu'on va obtenir à la sortie. Alors une chose évidemment que vous avez vu ces dernières années, c'est que le deep learning a lui-même connu une sorte de seconde révolution avec l'apparition de nouveaux types d'algorithmes capables de générer des choses, et notamment de générer du texte. Donc, vous avez certainement déjà tous utilisé un chatbot moderne, et donc c'est assez tentant de se dire « Ah ouais, c'est super les chatbots, on va pouvoir utiliser ça pour faire du jeu vidéo ». Quand ChatGPT est sorti, évidemment, on a tous eu l'idée. Ici, vous avez un exemple de quelqu'un qui a fait une petite démo avec Skyrim. Et si vous retrouvez cette vidéo, en fait, voilà, on peut aller voir un personnage comme ça, je sais pas, un marchand, que sais-je. On peut lui parler. Et le marchand va nous répondre, c'est super. Et on peut lui dire n'importe quoi en langage naturel, alors au clavier ou à la voix, et le personnage répond. Évidemment, derrière, il y a un chatbot qui se charge d'incarner le personnage. Mais en fait, c'est assez vite, c'est assez déceptif, parce qu'on se rend compte qu'on a beau dire des choses, derrière, le personnage ne fait absolument rien de ce qu'il nous a dit qu'il allait faire. Si je lui dis « Tiens, je t'achète ton bouclier pour 30 pièces d'or », il va me dire « Ouais, super, je te le vends ». Puis derrière, le bouclier va rester absolument accroché ici. Donc il n'y a aucune cohérence, en fait, si on fait simplement ça, entre le dialogue qu'on peut avoir avec un personnage et ses actions derrière. Et la raison, c'est quoi? C'est que, comment ça marche, ce type de démo? Vous avez le joueur qui va discuter et en fait va dire quelque chose, ça va être envoyé à un LLM. Alors au mieux, le LLM a un peu de contexte sur qui est le personnage, à quelle époque on se situe, etc. Donc le LLM ne va pas vous raconter n'importe quoi, il va quand même faire un peu illusion. Sauf qu'il n'y a aucun lien entre ce dialogue qui va se faire et ce qui pourrait se produire derrière dans le comportement du personnage. Et en fait, la raison, moi j'aime bien la voir en termes presque de neurosciences, c'est que si vous prenez un cerveau humain, on sait que, alors c'est un peu stylisé, mais qu'il est constitué d'un certain nombre d'aires cérébrales, et ces aires cérébrales sont en charge de fonctions cognitives. Alors il y a évidemment le langage, mais il y a aussi le contrôle moteur, la décision, les émotions, la cognition sociale, le raisonnement, la mémoire, etc. Et si on utilise un modèle de langage pour incarner un personnage, essentiellement ce qu'on fait, c'est qu'on a une solution pour le langage. Sauf que dans un vrai cerveau, comme le vôtre et le mien, j'espère, le langage ne fonctionne pas en isolation. Ce n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de tout le reste. C'est-à-dire qu'il existe des liens entre le langage et la perception, entre le langage et la décision, entre le langage et les émotions. Et donc, si on veut espérer utiliser des techniques du type modèle de langage pour incarner des NPC, des personnages non joueurs, il va falloir essayer de mieux connecter toutes ces branches-là. Et la plupart de ces domaines-là, ils sont dans une faible mesure
aujourd'hui assurés par de l'IA symbolique. Donc il se pose une question de comment est-ce qu'on va faire pour interfacer le comportement du personnage dans ces domaines-là, c'est-à-dire comment le personnage prend ses décisions, comment le personnage bouge, etc., avec la fonction du langage. Alors avec Eve, on a eu tous les deux la chance de travailler sur un projet qui essayait d'attaquer cette question fort compliquée. Et donc, c'était un projet où on a essayé de faire en sorte d'avoir des personnages qui étaient à la fois capables d'avoir un dialogue avec le joueur, mais aussi de pouvoir ensuite avoir des actions dans le monde qui soient le reflet de ces dialogues-là. Donc ça, c'est une scène d'une démo qu'on a faite à la GDC en 2024, une démo que j'aime beaucoup parce que c'était quelque chose qui était un peu un rêve pour moi, qui est prévoir un casse à l'aide d'un personnage. Et en fait, dans beaucoup vous savez, la scène du casse où on planifie le casse, c'est un truc classique du cinéma. Et en fait, dans le jeu vidéo, c'est toujours le NPC arrive et vous dit j'ai planifié le casse, voici la liste des missions à accomplir pour planifier le casse. Et des fois, j'ai envie de dire, mais pourquoi on fait comme ça et pourquoi on ne ferait pas autrement ? Et c'était un peu un rêve pour moi de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ce côté planification qui est vachement sympa dans le cinéma. Et donc, on avait fait cette petite démo où on pouvait discuter avec un personnage et planifier un casse. Et le personnage, elle s'appelait Iron, elle avait son idée assez précise sur comment il fallait faire. Et donc, il y avait tout un jeu d'essayer de la convaincre avec des bons arguments parce qu'on avait repéré des opportunités, etc. Et donc, voilà, ça posait des questions assez sympathiques sur comment est-ce qu'on connecte le dialogue qu'on a avec ce personnage avec les capacités de planification de ce personnage, parce que elle, dans sa tête, elle faisait son planning en fonction de ce qu'elle savait, et il fallait qu'on lui apporte les bonnes infos pour essayer de modifier ça. Alors évidemment, tout ça, ça pose tout un tas de questions sur la façon dont on doit écrire les personnages, comme on doit les concevoir, qui est assez différente du fait de dire j'ai un personnage avec des lignes de dialogue scriptées, je sais exactement ce que je vais lui faire dire. Et c'est une des choses sur lesquelles toi, tu as travaillé, Eve. Alors je vais te laisser la parole pour conclure, pour que tu nous dises un petit peu un mot de ton point de vue à toi et de tout ce que ça change comme ça de devoir libérer un peu nos personnages comme on a pu le faire. Et oui, en effet, parce que du coup, il n'y a pas d'enjeu d'écrire juste un dialogue et puis notre personnage va réagir selon un scénario. Comme disait David, tout ça, c'est très, très émergent grâce au merveilleux travail de programmation qui est fait derrière ces grands modèles de langage qui manipulent les personnages, par exemple, de ce prototype. J'ai travaillé un petit peu sur ce projet, alors pas comme David dans la partie programmation, mais de l'autre côté, de la partie narrative design, qui, honnêtement, de mon point de vue, s'apparentait à une expérience de babysitting. Si je suis complètement sincère, puisque donc j'avais en face de moi, alors beaucoup moins que ça, parce que je suis intervenue au tout début de ce projet, quand c'était encore plein de blocs gris et même juste en fait des lignes de chat. En fait, j'étais confrontée donc à un modèle de langage à qui on essayait de faire apprendre et de faire comprendre deux choses centrales, ou plutôt même trois. La première, c'est que ce modèle de langage doit incarner un personnage qui se situe dans un univers, donc il y a un certain degré de connaissance sur l'univers, sur ce qui se passe dedans, et sur qui sont les autres personnes avec qui le personnage est amené à interagir. Donc par exemple dans le contexte du casse, qui sont les autres personnes du casse, que se passe-t-il dans cet univers-là ? L'autre chose que le personnage doit apprendre, c'est que c'est un personnage, donc en fait il a sa propre histoire, il a ses propres traits de personnalité, il a son propre rôle dans l'équation, et il a aussi son propre point de vue sur les choses. Ça a été la partie un peu difficile. La troisième chose que ce modèle doit apprendre, c'est aussi en fait tout simplement ses interactions avec le joueur, c'est-à-dire que nous ce qu'on essaie de créer, c'est quand même une expérience de jeu, donc il faut que ce personnage soit en mesure de livrer des informations utiles, cohérentes, pour que la joueuse ou le joueur puisse avancer et faire son casse, ou bien faire ce que le jeu a l'intention de faire à la personne. Puisque en effet, je pense qu'il y a un twist intéressant dans ces jeux-là où en fait on amène la personne qui joue à réfléchir à comment elle voudrait que le jeu finalement danse sa propre vision. Mais donc de fait, il faut que en face, le personnage qui vous parle soit en mesure de vous donner les infos, de répondre, de réagir, etc. Et donc on a été confronté à une difficulté, alors je vais dire très simple parce que je pense qu'elle sera facile à comprendre de votre point de vue, mais alors j'imagine que si David commentait sur les raisons techniques qui expliquent pourquoi ça fonctionne comme ça, ce serait autre chose. Mais donc comme ces modèles en fait s'appuient sur ce qu'on appelle des modèles de langage, en gros si je comprends bien, le principe c'est que le modèle prédit en gros quels sont les mots les plus cohérents qu'il pourrait dire les uns à la suite des autres. Donc à l'instar de Minecraft où quelque part le jeu génère les cubes les plus cohérents à côté des autres cubes près desquels ces cubes se trouvent, un modèle de langage comme ChatGPT, comme Copilot va vous dire en gros le prochain mot le plus logique à vous dire dans une phrase, et il va pas forcément réfléchir à une logique on va dire de parole, elle va vraiment plutôt réfléchir à une logique statistique derrière comment est-ce que la syntaxe va s'écrire. Or,
grande difficulté du point de vue des personnes qui écrivaient, comme par exemple ça a pu être mon cas, eh bien, c'est qu'en fait, nous aussi, on s'appuie sur un vocabulaire et un langage. Et donc, moi, de mon côté, si vous voulez, le travail qui m'a été demandé, ça a été d'écrire un certain nombre de phrases et d'interagir avec le modèle suffisamment de fois pour que ce dernier comprenne ces éléments d'intrigue qu'on aimerait lui apprendre, ces éléments de personnalité, les questions que les joueuses et les joueurs pourraient poser, qui ne sont pas toujours les bonnes. Ce qui est aussi un sujet, puisque si vous posez jamais la bonne question pour que le personnage avance, on est bloqué, donc il faut aussi qu'il vous oriente. Et donc le problème qui s'est posé, c'est que par exemple, un personnage à qui on voulait donner des traits de personnalité de personnes qui se vantent, qui se la pètent, quoi, qui est un peu désagréable comme ça, en fait, c'était pas si évident, puisque du coup, quand je lui posais des questions sur le monde, sur ce qu'il a fait, etc., me disait en fait tout un tas de bêtises sur son propre rôle. Ça inventait des rôles qu'il n'a pas du tout eu dans les différentes histoires qu'il racontait, et vraiment exagérait complètement son rôle. Donc là-dessus, moi, je m'interroge avec mon programmeur. Je lui dis, bah alors, il comprend pas le lore. Bizarre, ton personnage. Et en fait, pas du tout. C'est que comme on lui dit, non, mais en fait, il faut que tu te vantes. Bah lui, du coup, il triche sur ce qu'il a fait, puisque c'est ce que font les gens qui se vantent. En fait, ils disent pas des vraies choses sur eux et sur ce qu'ils font. Et donc, en fait, c'est idiot, mais toutes ces limites de langage ont été compliquées pour nous à gérer, puisqu'en fait, il a fallu comprendre des manières de faire en sorte que les personnages animés par ces moteurs de langage puissent d'un côté incarner des personnalités fortes, mais de l'autre côté que ces personnalités fortes ne viennent pas casser l'intégrité de l'information qui est racontée, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir un personnage qui ment complètement, à moins que ce soit fait exprès. Et donc ça a été une grande difficulté de l'équipe qui a dû réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour apporter un travail auteuré dans le projet, de sorte à ce que les personnages aient une voix et une certaine plume, une certaine éloquence, une certaine personnalité, mais en même temps sans compromettre la qualité de ce qu'on essaie de donner. Ça fait partie, je pense, des défis qu'on va rencontrer dans la manière dont on va approcher ces enjeux d'intégrer des agents conversationnels, des modèles de langage dans des expériences de jeu. Et ça va de pair avec le fait de concevoir des expériences qui soient intéressantes, qui utilisent ces nouvelles mécaniques. Je pense que le jeu vidéo, mine de rien, est aussi depuis longtemps à intégrer des réflexions autour des intelligences artificielles, comme tu le soulignais très bien, David, et donc va être amené à réfléchir autour de ces nouveaux modèles pour voir comment est-ce qu'on peut proposer de nouvelles expériences de jeu. Voilà. Je ne sais pas si là-dessus tu veux ajouter quelque chose. Non, ou si ça te semble... on va parce que si je commence, on va partir en discussion et donc on va peut-être attendre que François vienne nous animer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement on retrouve un peu ce qu'on pourrait avoir avec la physique. C'est à partir du moment où on tolère l'émergence en physique, il faut tolérer aussi les effets de bord et des fois c'est compliqué pour les développeurs. Et comme quoi on se retrouve là-dessus, quoi. C'est très beau. Bon, très bien, on s'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci Eve, merci David pour cette exploration approfondie des coulisses de jeux vidéo éclairés par la science. On va prolonger la conversation, on va reparler d'IA un peu, bien sûr, mais pas seulement. Et je vais inviter Roland à nous rejoindre. Roland Lehoucq. Est-ce que je présente encore Roland Lehoucq? Oui, quand même. Roland est astrophysicien au CEA. Il est spécialiste de la physique des objets célestes. On en a dit un mot. Il a donné un petit coup de main, manifestement. C'était une conversation au bar. Il est plus sérieusement président de la Société astronomique de France également. Il est président du festival à Nantes, les Utopiales. C'est un compagnon de route de Pour la Science. Et on invite Roland aujourd'hui parce que c'est un spécialiste réputé des conversations qui s'installent entre l'imaginaire et la science. Et on va prolonger la conversation autour des jeux et de la science avec une première question très simple que je vais poser d'abord à Roland. C'est quand on découvre un jeu vidéo, alors peut-être pas Pong quand même, c'est vraiment trop simple, c'est il y a trop longtemps, mais des jeux plus récents et surtout quand on rencontre un jeu qui nous impressionne, quel est le premier moment où Roland tu t'es dit là c'est merveilleux, là il se passe quelque chose qui ressemble au réel. Là, ça m'emmène quelque part et je m'y attendais pas. Parce que c'était qu'un jeu, mais finalement, ça a l'air mieux. Pong, déjà, on réalise qu'il se passe un truc bizarre parce qu'on n'avait pas ça avant. Hein. Les premiers jeux vidéo, même très, très, très basiques, comme avant, c'était rien et après, c'est quelque chose, il y a une sorte de waouh, c'est merveilleux. Les premiers programmes que j'ai fait qui comptent 1, 2, 3, 4, 5 sur une Texas 58, sur une TI 58, on dit putain, c'est génial, cette machine est incroyable. Bon, en fait, rapidement, c'est limité, évidemment. Mais oui, alors moi je ne suis pas un très grand joueur de jeux vidéo historiquement parce que je suis vieux, qu'après j'ai eu des enfants, ça m'a occupé, après c'est eux qui jouaient, j'avais plus le temps, et voilà. Donc du coup j'ai fait quelques jeux vidéo, mais je me rappelle d'un que j'ai eu le temps d'avancer, mais c'était un jeu juste avant la période des dinosaures,
qui s'appelle Myst. Et là, il y a eu un émerveillement étonnant, parce que d'abord, c'était des très belles images. Ensuite, c'est un jeu qui était une enquête. Il y avait quelque chose d'intéressant. Enfin, pour un scientifique, toujours, il y a des énigmes, on se pose quelque chose. Et c'était un très beau jeu aussi au point de vue visuel. C'était pas un jeu très mobile. Enfin, maintenant, les cinématiques sont extraordinaires. Là, c'était un jeu un peu statique, malgré tout. Mais voilà, ça, je me rappelle que ça m'avait vraiment touché, ce jeu-là. On se dit, ouais, là, c'est quand même un super jeu. C'était sur des DVD, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour le sortir. Sur un DVD, l'image suivante arrive. Enfin, c'était pas. Voilà, ça se je glisse un truc. Il y a un truc qui m'avait fasciné dans Myst, que j'avais adoré, c'est que j'avais trouvé des similarités avec la science. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une énigme, mais la question n'était pas claire. Oui. Il fallait trouver la question et ensuite trouver la réponse. Exactement. Il y avait un peu tout à la fois. Exactement. C'était un problème ouvert, question ouverte. Et tout était ouvert, quoi. Il fallait merdoyer pour essayer de comprendre ce qui se passait avant d'essayer de répondre à la question. Il fallait comprendre quelle question il fallait poser. Oui, voilà. Donc ça m'avait vraiment touché. Après, c'est vrai que j'ai pas eu tellement l'occasion de jouer à des jeux vidéo nombreux, mais si je me rappelle quand même des jeux, alors c'est pareil, c'est des jeux de vieux cons. Sur Apple II, sur Apple II, il y avait Wizardry. C'était pas un jeu spectaculaire, mais c'était tout exploration, genre donjon dragon, quoi. On rentre dans un truc, on matraque du monstre, on récupère du stuff, et on repart, on fait un truc suivant. Et c'était tout en baguette. C'était tous les murs étaient en baguette, c'était en treillis, quoi. Mais malgré tout, il y avait un émerveillement qui vient pas forcément de l'aspect visuel du jeu. Voilà, autant en Myst c'était beau, là l'émerveillement il peut venir de c'est incroyable, on va pouvoir il y a une interaction très différente d'habitude au jeu de rôle. Moi je jouais déjà à des jeux de rôle et là il y avait quelque chose de nouveau qui apparaissait. Donc c'est un émerveillement qui vient de la nouveauté finalement, de même si c'est pas beau, il y a quelque chose de spécial qui se passe. OK, Ève, du point de vue de la géographe, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a saisi comme étant particulièrement réussi, particulièrement cohérent peut-être ? Alors, je pense que pour tous les géographes contemporains, Breath of the Wild reste une référence, bien sûr, en termes d'exemple de géographie, mais pour parler d'un souvenir d'émerveillement qui serait plus enfantin et peut-être plus proche aussi de mon expérience, puisque alors, moi, pour le coup, je suis un peu plus jeune. Alors, ma grande sœur jouait à la PlayStation avant même que je n'arrive au monde, et donc j'ai grandi en la regardant. Et j'ai des souvenirs très forts d'un jeu qui peut sembler un peu simple, et en même temps c'est le cas, un jeu qui s'appelait Ape Escape, un espèce de jeu d'aventure dans lequel on remonte dans le temps, puisque alors un singe d'un cirque met la main sur un casque qui le rend très intelligent, réalise que l'humanité est faite de grands singes, mais que donc les singes qui sont restés des singes ne dominent pas comme les humains, remonte dans le temps pour envoyer d'autres singes pour renverser l'ordre dans lequel l'humain prédomine. Et mission nous revient en tant qu'enfant de 9 ans d'aller attraper un maximum de singes, remonter dans les temps géologiques, de sorte à empêcher que les singes dominent la planète, mais pas nous. Je dirais que ce jeu m'a introduit à beaucoup de concepts, comme par exemple les temps géologiques, puisque les tableaux, mine de rien, s'enchaînent sur une très très longue période de temps. Peut-être que, mine de rien, à hauteur d'enfant, ce jeu m'avait aussi impressionné j'avais l'impression que ce scénario était plausible. Alors c'est sûr que ça pouvait m'inquiéter, mais ça a aussi, mine de rien, questionné quelque chose autour de c'est vrai, cette domination humaine, l'impact qu'on peut avoir, mine de rien, sur l'histoire, la trajectoire de notre planète et de ce qu'on fait dessus. Et puis c'est le jeu qui m'a introduit, mine de rien, à la drum and bass, genre musical très appréciable, que j'écoute aujourd'hui. C'est pas négligeable non plus. Donc l'émerveillement vient aussi, mine de rien, de la dimension artistique que peuvent porter certains jeux dans leur musique, leur apparence visuelle, et des jeux comme ça qui ont des apparences très fortes, des directions artistiques qu'on voit plus forcément d'ailleurs aujourd'hui, très marquées. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et ça fait partie de l'émerveillement, je pense. Alors je vais nous ramener vers la physique pour le coup et quitter le domaine de l'émotion et l'émerveillement. On a bien vu tout à l'heure que Mario il sautait bien, mais c'était pas très vrai quand même. Néanmoins, là je vais me tourner vers Roland pour le coup. Néanmoins, on peut, et c'est ce que tu dis David dans ton livre, parfois faire de la physique avec Star Wars. D'ailleurs, Roland le fait. Il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on peut aller vraiment loin ? Est-ce qu'on peut utiliser des jeux comme des outils de simulation ? Est-ce qu'on peut, alors, si on veut au moins expliquer la physique, est-ce qu'on peut s'appuyer vraiment sur les jeux ? Pas sur Mario sans doute, mais il y en a peut-être d'autres qui le permettent. Et puis est-ce qu'on peut aller encore plus loin et se dire, les jeux finalement, quand on a des moteurs physiques très avancés, et peut-être qu'un jour on aura des fluides pas trop visqueux qui se comportent bien, est-ce qu'on pourrait faire même de la science avec des jeux ? Alors ça, je ne sais pas, mais en revanche, les jeux vidéo, ils ont des moyens des fois très élevés, de moyens financiers, des moyens techniques énormes au regard de ce qu'ont les scientifiques. Ils peuvent faire des choses ou tenter des choses que les scientifiques n'oseraient pas faire, parce que
de toute façon, ça n'a pas forcément d'intérêt en première intention, et surtout, ça a un nombre de ressources, notamment financières, qui est trop importante. Alors que dans des jeux, alors ça serait vrai aussi dans le cinéma, si on prend un film comme Interstellar, par exemple, simuler l'image du trou noir telle qu'elle est faite dans Interstellar, il y a eu des moyens techniques considérables qui ont été faits pour avoir des belles images de cinéma, 4K, grand sport, etc. Là où on n'est pas obligé de faire ça pour avoir une idée, on n'est pas obligé de faire d'images pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'environnement d'un trou noir. Même si certains des scientifiques ont tenté, Jean-Pierre Luminet le premier, puis ensuite Alain Duhazuelo ou Jean Lamarck en France, ont tenté de faire ces simulations pour avoir une idée de ça. Ça me permet de montrer ce qu'on sait faire, puis d'utiliser les capacités des machines, voir si on peut les pousser un peu dans le retranchement. Ils ont tenté de faire ces représentations, ces simulations. Donc quand on est dans le cinéma et qu'on a un budget de beaucoup de millions, de centaines de millions de dollars, évidemment, 20 millions de dollars pour faire des grosses simulations, ça coûte rien. Là où 20 millions de dollars, c'est le budget de 3 ans de simulation dans un laboratoire de physique. Donc du coup, il peut y avoir un intérêt au sens où ça donne, ça pose des questions. Ils ont des questions qui sont posées parce qu'on veut faire de la physique, disons proprement, sympathiquement. Je ne me rappelle plus du film qui venait d'un jeu où il y avait des simulations des mouvements, alors c'est pas très concerné, mais les mouvements des cheveux. Il fallait que ça se passe bien et que ça avait toute une affaire, un film japonais, une animation japonaise, j'oublie le titre, je suis vieux. Ça vous parle, non? Ouais. Bon, enfin, en tout cas, voilà, il y a des choses qui se posent et pour des raisons que ça ait l'air plausible, que quand on regarde la chose, on adhère et que ça n'ait pas l'air bizarre, c'est pas des choses qui font tchoum tchoum qui retombent bêtement. Eh bien, on est obligé, dans les jeux ou dans le cinéma, ils sont obligés de faire un énorme travail derrière pour que ça ait l'air plausible. C'est pas forcément vrai, au sens, c'est pas très grave s'ils ne résolvent pas les vraies équations, mais il faut qu'on ait l'impression que ça se passe bien, qu'on puisse suspendre son incrédulité. Et en même temps, eux, ils ont fait un effort considérable parce que c'est calculé éventuellement en temps réel, donc avec des choses simplifiées, mais qui sont faites en temps réel. C'est là la performance. Elle est là. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Après, il y a des jeux aussi qui ont des éléments scientifiques. Il y a un jeu plus récent, un jeu qui a été piloté notamment par un physicien qui s'appelle Exographeur, où là vraiment les ressorts des règles, la façon de gagner, c'est de comprendre des lois de la physique. Donc c'est un jeu qui est un jeu. C'est pas un jeu pédagogique. Vous voyez l'idée que c'est des jeux pédagogiques, on comprend, les enfants comprennent très vite que c'est d'abord pédagogique et que c'est pas vraiment un jeu en fait. Donc après ils arrêtent d'y jouer. Donc c'est un vrai jeu, mais en même temps, pour progresser, il faut essayer de comprendre. Il faudra essayer de comprendre comment se jouent certains nombre de lois dans le monde subatomique. Donc ça peut être un jeu d'apprentissage, de simulation éventuellement, et surtout de simulation simplifiée malgré tout, parce que les ressources pour les vraies équations, c'est toujours très compliqué. Mais alors ça veut dire qu'on peut trouver des mécaniques de jeu. Alors je vais utiliser le mot qu'utilisent les professionnels du monde du jeu vidéo, le gameplay, qui est difficile à traduire, mais qui est à la fois le plaisir à jouer, garantir qu'il y ait un plaisir à jouer, garantir qu'il y ait une tension de jeu. Ça signifie, Roland, qu'on peut trouver les ressources du gameplay en utilisant pas juste la gravité, mais je vais prendre la fronde gravitationnelle peut-être. On a parlé d'expansion de gaz tout à l'heure. Oui, il y a des mécaniques de jeu qu'on peut aller chercher avec des phénomènes physiques compliqués. Il y a des lois de la physique qu'on n'apprivoise pas facilement autrement qu'en les expérimentant. On les expérimente des fois quotidiennement. La gravité, si on tombe, on se fait mal, par exemple. Bon, ça, on a compris l'idée. Mais ensuite, l'interaction gravitationnelle entre plusieurs corps pour déplacer des vaisseaux en interaction gravitationnelle avec des planètes et je ne sais quoi, et ben ça c'est beaucoup plus compliqué, même dans le quotidien. Et si on est, même en étant physicien, même si on comprend les lois qui sont derrière, ça peut être compliqué. Et comme c'est compliqué parce que c'est beaucoup d'interactions entre beaucoup de particules, enfin disons des objets massifs qui interagissent, on peut avoir, on n'a pas l'intuition de ce qu'il faut faire. Et comme on n'a pas l'intuition de ce qu'il faut faire, alors on peut merder longtemps, essayer de résoudre le problème en voyant dans la bonne direction le projectile pour qu'il fasse le tour des planètes avec la gravité, puis qu'il revienne et qu'il aboutisse à la cible, par exemple. Dans la catégorie des jeux de vieux cons, il y a les petits, vous avez dû jouer à ça, il n'y a pas que moi comme vieux con dans la salle, je risque de vous désespérer. Il y avait des petits modules lunaires qui se posaient, puis on appuyait sur un bouton, la flèche en haut, la flèche en bas, et puis ça tirait un peu, puis ça ralentissait, puis il fallait le poser à vitesse nulle. Déjà, on comprenait que c'était pas si simple de se poser, sans parler du fait qu'après la raffinement, c'était une petite jauge, et quand il n'y a plus de carburant, on s'écrabouille parce qu'on est encore en l'air. Et donc, ça permet de réaliser qu'il y a sans résoudre des équations, il y a une complexité à gérer des choses, même très simples, un objet qui tombe et qui a un petit rétrofusée, et puis il faut juste l'orienter pour tomber au bon endroit, éventuellement sur le côté. Et donc voilà, c'est ça que ça peut donner le multiparamètre en fait. C'est plusieurs paramètres, c'est pas un seul slider, il faut bouger le truc, c'est à droite, à gauche, en haut, en bas, et puis il faut gérer, il faut avoir un œil sur le truc. Et donc le cerveau, il est happé par le fait qu'il a 3 trucs à gérer pour réussir, et c'est ça qui peut être la saturation mentale qui fait qu'on rate, parce qu'on n'est pas habitué à gérer toutes ces choses à la fois. Donc ça peut être aussi une source de complexité, indépendamment de la qualité de la simulation. C'est facile de faire tomber un truc dans la gravité et de gérer sa décélération. C'est plus difficile, les problèmes à N-core, c'est compliqué.
Donc on voit qu'on a du gameplay et du plaisir à jouer sur des choses très simples. Eve, tout à l'heure, on a vu qu'il était parfois néanmoins nécessaire, en parlant de géographie particulièrement, d'avoir des paysages très élaborés, des paysages qui soient très élaborés, mais pas tout simples. La chaîne de montagne qui a besoin d'être structurée pour qu'il y ait quelque chose qui émerge, qu'on le repère, que ça puisse guider une quête. On voit l'enjeu du réalisme. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux de réalisme? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des erreurs historiques? Est-ce qu'il y a des joueurs qui se plaignent, qui disent c'est n'importe quoi dans ce jeu, vous vous êtes planté sur le plan géographique, sur le plan historique? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans le gameplay que juste le gameplay? C'est-à-dire, il faut être réaliste pour que le gameplay soit bon. Ça, a priori, c'est la base. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres enjeux où la garantie ou la caution des sciences, notamment géographiques et historiques, est vraiment nécessaire, voire impérative? Alors, je crois déjà que j'aimerais pas trop être l'avocat d'une posture, par exemple, il faut un réalisme très poussé ou il faut faire quelque chose de très compliqué pour que ce soit amusant. Parce que je suis d'avis que, en fait, il y a beaucoup d'expériences de jeu très simples, exactement celle dont parlait Roland, qui démontrent qu'en fait, avec vraiment une mécanique bien ficelée et suffisamment de retours à l'écran, on peut avoir quelque chose de très amusant. Sur de la physique chimie, alors pure et dure, mais j'ai des souvenirs de jeux sur navigateur, par exemple. S'il y a d'autres personnes qui ont grandi dans les années 2000 et qui adoraient jouer sur navigateur, il y a quand même un très grand corpus de jeux vidéo qui consiste à plus ou moins mélanger des substances et voir ce qui se passe quand elles explosent ou des trucs comme ça. Et en fait, sans même comprendre les principes chimiques ou physiques derrière ces phénomènes-là, il y a quelque chose de satisfaisant parce que visuellement, il y a un travail qui est fait sur l'explosion, sur en fait la récompense qu'on va vous livrer parce que vous avez fait suffisamment de mélanges bizarres. Et ça, mine de rien, je trouve que ça fait beaucoup dans un jeu vidéo et ça fait même peut-être presque tout. Et quelque part, quand on parle d'un jeu qui est compliqué aussi, on sollicite ce système de récompense aussi énormément. C'est-à-dire que si par exemple on est dans Assassin's Creed, on se balade, on va parler à un personnage qui va nous partager une quête, par exemple, qui a un lien historique avec le vrai monde. Alors d'un côté, il y a quelque chose de satisfaisant peut-être parce qu'on va faire une quête, on va être amené à faire des choses et donc ça peut être plus ou moins sympa de, par exemple, amener quelque chose à un personnage A qui se trouve à un lieu B. Voilà. Néanmoins, il y a une récompense supplémentaire pour peut-être le joueur ou la joueuse qui aura la connaissance historique qui lui permettra d'appréhender ce moment et de se dire « Ah ben tiens, bah oui que ça existe dans la vraie vie parce que je l'ai vu dans une vidéo YouTube ou je ne sais quoi ». Donc en fait, cette notion de récompense, même nous, quand on la travaille sur le plan historique, en fait, c'est le cœur, je pense, de ce qui fait fondamentalement quelque chose d'amusant et de plaisant. Et cette récompense, ça peut être très simple. Si par exemple, je vous donnais un bonbon après cette conférence, certainement que vous m'adoreriez. Voilà. C'est pour vous dire qu'on n'est pas obligé de récompenser de manière complexe les personnes pour leur proposer une expérience de jeu qui est amusante. Alors maintenant, c'est vrai qu'on est dans un contexte où on fabrique des jeux vidéo qui sont de plus en plus complexes. Il y a des standards qui changent, notamment quand on est dans l'industrie du AAA, c'est-à-dire les gens qui font des très gros jeux vidéo, les blockbusters en quelque sorte, comme le cinéma. Et donc, effectivement, on est attendu quand même sur un certain degré d'authenticité, de réalisme, etc. Je pense que c'est particulièrement vrai à Ubisoft parce que sur un jeu comme Assassin's Creed, on est un peu cavalier seul sur la profondeur et l'intensité des recherches qu'on va mener pour représenter des choses. Et en même temps, il y a énormément de compromis qu'on fait. Il y a énormément de choses sur lesquelles on va transiger. Alors, on en parlait un petit peu au déjeuner, François, tout à l'heure, mais par exemple, moi, je trouve qu'en tant que géographe, par exemple, on vit assez bien avec Assassin's Creed et sa manière de synthétiser. Beaucoup de jeux de gestion de villes et beaucoup de jeux qui reproduisent des villes appliquent aux vraies villes de la vraie vie, des principes qui sont proches de ceux de la soustraction et de la synthèse. Donc en gros, une ville, ça va être un ensemble de bâtiments, de services, etc. Moi, si je fais une ville dans un jeu vidéo, eh ben, peut-être que je vais soustraire et synthétiser tous les services qu'une ville vous aura apportés pour ne garder que ceux qui sont utiles dans votre expérience de jeu. Si je vous donne un exemple, si je fais un Los Angeles pour GTA, je vais peut-être garder que les restaurants pour gagner de la vie, les vendeurs d'armes et de voitures, et éventuellement les nightclubs parce que c'est amusant. Ce qui ne sera pas vraiment le reflet de Los Angeles tel qu'on la connaît, avec tous ces bâtiments, tous sont bâtis, etc. Donc, en tant que géographe, et d'ailleurs pas en tant que géographe, vous me direz ce que vous en pensez peut-être dans le public, mais quand on a affaire à une fausse ville dans un jeu vidéo, on est en général assez à l'aise avec la synthèse qui va avec, puisque elle va rendre service à l'expérience de jeu. Et aussi parce que je pense que quand on voit des espaces, alors parfois on est très attaché à vraiment retrouver un bâtiment spécifique à un endroit, et ça nous aussi on va y mettre beaucoup de soin, c'est ce qu'on va appeler un landmark, un bâtiment qui est particulièrement marquant, qui est particulièrement fort, je sais pas, la tour Eiffel,
le McDonald's auquel on mange tous les jours. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles nous, on va mettre peut-être vachement l'accent. Et à l'inverse, quand on va penser à des dynamiques plus larges de quartiers, de régions, d'environnement, etc., le fait de comprendre l'essence de ce qui fait ces quartiers sans forcément chercher à le reproduire est honnêtement déjà suffisant et satisfaisant. Là où l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est que l'histoire résiste un peu moins bien à la synthèse, je pense, et que donc, de fait, quand on essaie de synthétiser des personnages pour qu'ils soient l'amalgame de plusieurs personnages en même temps ou de concepts sociaux d'une certaine période, en fait, le switch ne se fait pas si bien. C'est un peu plus délicat parce qu'on se sent un peu plus alerte à ce que nous raconte ce personnage. Et donc, il y a vraiment tout un travail d'écriture un peu compliqué à faire pour faire en sorte qu'un personnage, à la fois, soit le reflet peut-être de ce qu'on essaie de dire d'une certaine période et du rôle qu'on va essayer de faire incarner un personnage dans un scénario, mais en plus, essayer de donner une cohérence à ce qu'il va nous demander en tant que joueur, la quête qu'il va nous donner, l'information qu'il va nous donner sur vraiment l'expérience de jeu qu'on est en train d'avoir. En fait, c'est pas si évident que ça d'intégrer la dimension historique quand il faut prendre en compte toutes ces contraintes d'écriture. Ce qui fait que, par exemple, la géographie, je pense, dans un jeu vidéo, est plus facile à restituer d'une certaine manière que l'histoire, dans sa complexité. Alors, je crois que je me suis un petit peu écartée de ta question, mais ce que je voulais dire en résumé, c'est qu'on est obligé de faire avec énormément de compromis. Je pense qu'en tant que géographe, on vit bien avec, en tant qu'historien, un peu moins, mais qu'on fait de notre mieux pour que le tout fasse une expérience cohérente et agréable à jouer. Non, c'était une réponse à la question posée, absolument. Et je la prolonge. C'est la question du lien qu'on cherche à établir ou au contraire dont on se sépare un peu entre le réel et ce que propose le jeu. On a vu avec les essais très récents de l'usage d'IA générative, au moins en tout cas pour la parole des personnages, on a vu que c'était difficile, que c'est un chantier ouvert. Ça m'invite à poser une question qui est peut-être un peu prospective pour le coup, mais on voit dans la robotique que plus on se rapproche, quand on fait un robot anthropomorphe, plus on se rapproche de ce qui ressemble à ce que nous sommes, nous les humains, plus on arrive vers ce que les scientifiques appellent la vallée de l'étrange depuis quelque temps, qui est cette espèce de malaise qu'on a à regarder un robot, s'il est trop proche de nous, c'est bizarre. C'est pas un humain, on le sait, et ça ressemble tellement à un humain qu'il y a une gêne. C'est une gêne qui a été observée, qui a été mesurée. Est-ce que le jeu n'a pas ce problème ? Je pense à un jeu récent, un jeu d'escalade. Bizarre l'escalade comme un jeu, on peut se dire, mais à quoi bon ? Où est le gameplay ? Ce jeu, donc je ne vais pas le nommer, il ne s'agit pas de faire de la publicité, c'est un jeu où le concept est très simple, vous êtes une grimpeuse ou un grimpeur, et vous êtes quelqu'un qui fait une ascension, et point, c'est tout. Il n'y a pas de point à aller chercher, il n'y a pas d'objectif à atteindre, il faut juste réussir à avancer dans la paroi, et une des caractéristiques de ce jeu, longue parenthèse pour aller à mon point, c'est qu'il est extrêmement réaliste. C'est-à-dire que là, en termes de mouvement, de biomécanique, de respiration même, on a vraiment l'impression d'avoir un humain et d'être à l'intérieur de quelqu'un qui est vraiment en train de faire ça. Et ce jeu a été salué comme un exploit technique, une superbe idée de gameplay. J'ai eu une surprise, moi, en voyant ça. Je ne suis pas gamer en particulier, mais je me suis dit, c'est fou d'avoir fait un jeu pareil. Et c'est fou que ça marche, pour la raison précise que ça a l'air tellement vrai. Et il n'y a pas cette gêne, il n'y a pas cette vallée de l'étrange. Comme si, en fait, dans le jeu, il n'y avait pas ce problème-là. Donc je pose la pièce là. C'est une question un peu, oui, peut-être un peu prospective, parce qu'on n'y est pas encore. On n'est pas encore devant des jeux avec des personnages où on se dirait, c'est dingue, c'est un humain, c'est pas un personnage, parce qu'on n'a pas justement de personnages qui nous répondent comme ils devraient le faire s'ils étaient vraiment humains. Ils ne le sont pas. Donc est-ce que c'est un problème qui va venir ou c'est un problème qui n'arrivera pas précisément parce qu'en fait, on voudra limiter les comportements possibles des personnages et qu'on ne laissera jamais vivre complètement ce qui pourrait nous gêner? Alors, moi, mon impression, c'est que ce phénomène de vallée de l'étrange, il est quand même très très physique, presque tactile, hein, et je ne crois pas qu'il passe vraiment beaucoup dans le domaine du jeu vidéo. Et moi, les expériences que j'ai pu avoir, qui en quelque sorte pouvaient se rapprocher de ça dans les expérimentations qu'on a pu faire, c'était plutôt des personnages qui, sur le plan physique, n'étaient pas forcément hyper réalistes parce qu'on faisait des choses assez simples. Mais par contre, à certains moments, on arrivait quand même à leur donner une vraie personnalité, une chose comme ça. Et donc, il y avait ce phénomène un peu grisant déjà de pouvoir vraiment parler à ce personnage dont on a l'impression qu'il avait sa personnalité, que d'un jour sur l'autre, voilà, on partait le soir et puis on revenait le lendemain et puis on reparlait à ce personnage et c'était toujours le même que la veille, quoi. Et donc, je ne vais pas dire qu'il faisait presque partie de l'équipe. Et on a eu une anecdote un jour où il y avait un truc qui avait changé dans le modèle, pas de notre côté. Et donc, le personnage ne répondait plus du tout pareil. On avait l'impression que notre meilleur ami avait subi un lavage de cerveau du jour au lendemain. Ça, c'était assez déstabilisant.
Peut-être pour rebondir et pour compléter aussi sur la question du jeu d'escalade, je pense que c'est un sport en soi qui aussi comporte beaucoup d'intérêt dans le contexte de la création d'un jeu vidéo, parce que déjà il est facile à synthétiser. Quelque part, l'essence, le sel d'être un game designer, c'est d'être en mesure aussi de voir des comportements et des choses qui se passent autour de nous et de les synthétiser à des règles, des mécaniques de jeu qui peuvent être plus simples. Alors certes, c'est le réalisme qui est prôné parce qu'on s'entend respirer, on monte, etc. Mais de fait, on est quand même dans son canapé, juste activer des boutons et bon, en fait, effectivement, on voit des mains qui bougent et on entend des choses. C'est là toute la beauté de ce qu'on a réussi à synthétiser. Mais par ailleurs, c'est pas vraiment la gestion, je dirais, très précise de tous les paramètres physiques de l'expérience qui font que c'est un jeu intéressant. Ce qui est chouette dans l'escalade aussi, et ça je pense que peut-être les personnes qui font de l'escalade dans la vraie vie reconnaîtront ceci également. Alors moi je ne fais pas d'escalade, mais je vois que c'est très populaire en ce moment, donc je suppose que ça touche quelque chose peut-être en ce moment. C'est qu'il y a quand même une marge de progression qui est très nette, puisque du coup on va baliser par niveau, par difficulté, etc. Donc quand on s'améliore à l'escalade de manière très nette, on peut observer qu'on s'améliore, contrairement à d'autres sports où en fait le progrès il est un peu moins visuel, un peu moins spectaculaire. Et puis aussi la finalité de l'escalade, c'est d'arriver au sommet de quelque chose et d'être récompensé par une belle vue. Et là, on retouche à notre question de récompense qui est très importante. Je pense que quand on travaille à Ubisoft et qu'on fait des tours Ubisoft parfois dans sa vie, on comprend cet enjeu-là. Quand vous jouez à Assassin's Creed, si vous escaladez un bâtiment, vous allez arriver au sommet et vous allez être récompensé quelque part par une petite cinématique où la caméra s'envole, vous regardez autour de vous, c'est joli, etc. Parce que ça, en soi, en fait, est déjà super satisfaisant. Et donc, dans un tel jeu d'escalade, on peut tout à fait jouer sur cette même chose de arriver au sommet, voir ce sommet, progresser, et puis être récompensé par une belle vue, par une résolution narrative aussi. Et en fait, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer la force que peuvent avoir ces petites récompenses. Alors, pour donner un exemple très trivial, parce que là, on est vraiment sur une récompense, mais encore plus minime que quelque part celle du jeu d'escalade, qui, pourtant, moi, je trouvais déjà assez spectaculaire en l'état. En ce moment, je passe des heures et des heures à jouer à un jeu qui s'appelle Library, Tidy Up de Arcana Library. Et je vous en parle parce que c'est un phénomène un peu en ce moment. C'est un jeu qui consiste à ranger les livres dans une bibliothèque parce que tous les livres sont tombés. Et donc, l'objectif du jeu est de ranger les 3076 livres qui sont tombés par terre et juste de les ranger au bon endroit avec les bonnes cotes, etc. Si c'est pas rangé au bon endroit, ça marche pas. Il faut vraiment bien respecter comment c'est rangé. Mais en fait, c'est tellement satisfaisant de prendre un livre, le remettre au bon endroit, quand sa rangée de livres est bien remplie, quand la bibliothèque est bien remplie. En fait, c'est mortel comme jeu. Parce que c'est tellement satisfaisant à voir. Roland, il va t'inviter à venir dans son labo pour refaire les bibliothèques. J'ai un jeu en grandeur nature dans mon bureau. Ils ne sont pas tombés, mais... J'étais très embêté parce que je voulais passer la balle à Roland, justement, peut-être pour une dernière question, parce que je vois qu'il est 19h passé. Et j'étais très embêté parce qu'on a parlé de récompense, on a parlé de gameplay, on a parlé de l'importance des sciences en général, de la science physique singulièrement, pour garantir la crédibilité. Et je voulais passer la balle à Roland pour dire, bon ok, on a parlé de physique, il y a un truc dont on n'a pas parlé du tout dans l'intérêt des jeux, c'est aussi la narration, l'histoire. Et bon, j'étais très embêté parce que je ne voyais pas comment partir des livres. Mais je suis rassuré puisque Roland, vous ne l'avez pas entendu, il n'avait pas son micro devant lui, mais il a dit c'est ma vie ce jeu. Donc je suis sûr qu'il va jouer. Donc, je ne sais pas si je jouerai à ce jeu-là parce que justement, non. Ce que je vous propose comme notre dernière question, c'est il y a le réalisme et on peut s'appuyer sur la science pour que les jeux le soient le plus possible, toutes les sciences. Et il y a la narration, l'histoire. Et Roland, tu es un grand connaisseur de la science-fiction. Il y a évidemment des passerelles entre la science et la narration fictive. Est-ce que ça joue aussi un rôle dans le jeu? Est-ce que les jeux ont tendance à aller s'appuyer sur des narrations qui viennent de livres qui ont déjà été écrits ou qui peuvent se produire en même temps? Est-ce qu'on peut avoir des auteurs qui disent « moi je vais produire une histoire et en même temps un jeu ». L'histoire tout à l'heure de ce singe qui remonte le temps, je suis sûr que dans la salle, vous avez tous pensé « ah bah oui, c'est la planète des singes, c'est Pierre Boulle ». L'arrêt du singe. Voilà. Mais il y a un certain nombre d'auteurs et d'autrices de science-fiction qui, essayant de vivre de leur art, c'est-à-dire écrire des bouquins et les vendre, n'y arrivent pas. Et ils le complètent en écrivant des scénarios ou des éléments pour des jeux vidéo. Donc il y a une part de créativité pour la narration qui est absolument évidente entre la narration écrite ou cinématographique, ou des scénarios de films. Et là, les scénarios de films, c'est aussi compliqué parce que les films ne sortent pas régulièrement. Mais donc, c'est un long processus, comme pour les jeux vidéo. Mais il y a un certain nombre d'auteurs de SF, effectivement, qui travaillent dans les jeux vidéo pour construire le monde, enfin la Bible, je ne sais pas comment ça s'appelle dans le jeu vidéo, mais au cinéma,
cinéma s'appelle la Bible, où ils font, voilà, il y a un peu tout le décor, il faut construire toute la structure dans laquelle va se passer le jeu, et après il y a le gameplay, après il y a les personnages, après ce qui s'y déroule, ce qui est encore un autre niveau. Donc oui, effectivement. Et je voulais rajouter sur la partie du réalisme et de la... Est-ce qu'il faut que ce soit super bien fait pour qu'on adhère, pour que ça se passe bien. En science-fiction, il y a la même chose. Il n'y a pas besoin que la science soit bien traitée pour que le film soit satisfaisant, intéressant, divertissant. En fait, il y a l'idée qu'il faut que ce soit plausible, qu'on y croit, que ça soit raisonnablement réaliste et que ça réponde un peu comme on s'y attend, de sorte qu'on puisse, comme on dit en science-fiction, débrancher son module d'incrédulité. Et le deal, c'est... je vais vous proposer une expérience de jeu ou de film ou de lecture suffisamment bien menée pour que vous puissiez débrancher votre module d'incrédulité. Ce que vous allez faire spontanément, parce que vous acceptez de lire ce livre, de jouer à ce jeu, mais que vous le gardiez débranché tout naturellement sans qu'il vous revienne jamais l'idée de le rebrancher, parce que là, dit ça va pas du tout, il y a un non sequitur, enfin il y a un truc qui va pas, et du coup, il dit mais c'est de la merde ce film, je pars, ou je arrête ce jeu parce que j'y comprends rien, ou que ça se passe pas bien, et pour votre divertissement. C'est-à-dire il y a une sorte quand même de deal implicite qui est c'est du faux, ça va être bien fait, aussi bien que possible, et parfois c'est l'exploit technique, c'est même une vantardise, pas une vantardise, mais un élément marketing. On a vachement chiadé les éléments historiques, les éléments géographiques, etc. Et donc, comme dans le cinéma, dans Interstellar, dans d'autres films, ils se vantaient d'avoir des conseillers scientifiques qui ont vraiment réfléchi, discuté avec le réalisateur pour que ça soit chiadé. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que ça soit à ce point plausible que vous y adhériez, de sorte que au prétexte de vous divertir et de vous décrocher votre module d'incrédulité, et vous êtes diverti s'il ne se rebranche pas spontanément parce qu'on n'a pas merdé. Et ça sera la qualité, la récompense finalement, c'est que vous avez été diverti d'une façon ou d'une autre. Disons que ce seront nos derniers mots pour cet échange, et j'espère que vous avez été divertis et surpris et émerveillés. Avant de nous quitter, un mot pour dire que si vous le souhaitez, parmi vous, on prend un petit moment pour celles et ceux qui le veulent, pour des dédicaces du livre de David. Ça se passe sur la mezzanine qui est juste au-dessus du hall d'entrée qui mène à cet auditorium. Merci David, merci Roland, merci Ève, et merci à vous d'être venus.